Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout dirigeant du cabinet de fusion-acquisition Conseil, Finance et Transmission. Dans ce podcast, on rentre dans l'esprit d'un dirigeant d'entreprise et on essaye de comprendre sa vision de l'entrepreneuriat. Chaque mois, je vous plonge au cœur d'un récit d'un invité qui nous raconte son parcours jusqu'à une opération marquante. Cela peut être une vente, une acquisition, une association ou même l'ouverture d'une procédure collective. L'objectif sera de comprendre le changement de paradigme suite à cet événement, afin de mieux saisir ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, je vous présente Julien Leclerc, multi-entrepreneur, auteur des chroniques Salaud de patron, conférencier, journaliste sur RMC dans les grandes gueules, copropriétaire de la radio 47 FM, et encore tout un tas de choses que j'ai oubliées. J'ai eu la chance d'enregistrer notre podcast ensemble dans son jardin, lors des premiers jours de beau fin mars, donc vous risquez d'entendre des petits oiseaux, mais ça vous fera du bien si vous êtes en voiture, et surtout encore pire si vous êtes dans le métro. Nous allons revenir sur sa reprise de l'entreprise familiale dans la douleur, de sa stratégie de gouvernance également familiale, de ses sociétés, de ses nombreuses aventures entrepreneuriales, et de sa façon de toujours aller chercher le projet suivant, et bien entendu, sa vision de l'entrepreneuriat. Restez bien jusqu'à la fin, parce que dans les dernières minutes, il nous présente son point de vue sur le recrutement et le management en France, qu'il développe dans son nouveau livre « Patron recherche désespérément salarié ». Il nous livre des astuces et des méthodes que certaines entreprises ont mises en place pour faire évoluer leur management et pour essayer de résoudre cette problématique qui a lieu dans toutes les entreprises de France. Je remercie Jérôme Forest, mon invité de l'épisode 4, de dirigeant d'entreprise en difficulté à propriétaire d'une société Inbonis, pour la mise en relation. Si ce n'est pas déjà fait, jetez-vous sur cet épisode dans lequel Jérôme nous dévoile ses techniques pour retourner les entreprises qui vont mal. Je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode. Bonjour Julien, merci de nous recevoir. Bonjour à tous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Je m'appelle Julien Leclerc, j'ai 42 ans, j'ai bientôt 4 enfants. Je dirige un groupe qui s'appelle Compress, qui est plutôt dans les médias, la communication. On fournit des contenus clés en main pour des groupes médias la plupart du temps, pour des grosses boîtes, quelques associations, des institutionnels aussi. Des contenus clés en main, ça veut dire des magazines pré-imprimés, des contenus digitaux qu'on peut mettre en ligne pour nos clients, des photos, des vidéos, des podcasts. Tout besoin de contenu. À côté, j'ai une petite agence de com qui fait de la strat de com, qui fait beaucoup de réseaux sociaux, pas mal de community management, comme on dit, et des relations presse, un peu d'événementiel aussi. Et j'ai une radio locale qui s'appelle 47 FM, qui est donc dans le Lot-et-Garonne chez nous, qui se tire la bourre avec France Inter en tête des audiences sur la Genève. Et j'ai une petite boîte après qui fait des sudoku, des mots fléchés, des loisirs. Super, merci beaucoup. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, comment est-ce que tu résumerais ton parcours à ce stade, très rapidement ? Riche. Moi, je suis très animé par le fait que je m'ennuie vite. J'ai une vie privée plutôt calme et apaisée depuis jeune. J'ai besoin que ma vie professionnelle bouge, donc je dirais riche et en même temps, je trouve mon parcours plutôt cohérent. Je rêvais d'être écrivain quand j'étais petit et que mes copains voulaient être pompiers ou policiers. Moi, à 6 ans, je voulais écrire des histoires pour les autres. Et à 10-11 ans, je me suis dit que journaliste, ça serait pas mal. J'ai une maman journaliste qui a eu des jolis postes en presse féminine principalement, et j'ai un papa qui était journaliste politique, notamment au Canard enchaîné. Donc j'ai toujours aimé en fait ce qu'ils faisaient. J'aimais les cris, j'aimais quand ils racontaient leur métier. Moi j'étais plutôt attiré par le sport au départ, et puis c'est pas forcément la thématique que j'ai le plus traité, mais je suis devenu journaliste. Et comment tu définis ou tu expliques ton métier à tes enfants ? C'est marrant, on a les conversations régulièrement. Moi j'ai des enfants, j'ai une fille de 18 ans donc qui fait des études aujourd'hui, j'ai un fils de 12 ans, et après j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi, qui est petite, et un bébé qui arrive bientôt. Donc la petite est encore on parle pas, mais on va que au travail, comme elle dit. Mais les 2 grands, ils disent que j'ai plein de métiers. Donc j'explique pas mon métier. En fait, je leur explique que je suis passionné de plein de choses et que j'essaye de les vivre, ces passions-là. Certaines sont un hobby et d'autres sont un travail. Mais je crois qu'ils sont habitués à ça. Ça les a... Je suis pas sûr que ça leur a toujours plu, comme tous les enfants qui voient leurs parents beaucoup travailler. Et en même temps, ils ont suivi, et je vois ma fille aujourd'hui qui a envie de faire 10 000 trucs dans ses études et de changer tous les 3 mois. Je me dis que bon, on a peut-être été un peu loin dans ce qu'on lui a transmis à ce niveau-là. Mais je leur décris pas mon métier, en fait. Tu l'as pas dit, mais tu as démarré très jeune dans l'agence de tes parents, enfin de ta mère, à 20 ans. Comment ça s'est fait, cette intégration au sein de l'entreprise familiale ? Donc je voulais être journaliste. Le parcours classique, c'est de faire une école de journalisme. À l'époque, il n'y avait pas d'école de journalisme post-bac, donc il fallait un DUG ou une licence, à minima, pour pouvoir tenter les concours. Donc moi, je suis parti en droit.
J'ai adoré ça. Et en fait, en deuxième année, ma mère fait une levée de fonds. Donc elle a monté une agence de presse à la campagne. Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Ma mère quitte Paris quand j'ai 15 ans et me laisse le choix, donc je reste à Paris. Finalement, quand t'as 15 ans et que t'habites tout seul, tu fais plein de trucs, mais tu travailles pas. Donc j'ai raté mon bac. Et quand j'ai raté le bac, je suis venu redoubler en pleine Cambrousse, en l'occurrence à Lectoure dans le Gers, très 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 joli village du Gers pour celles et ceux qui ont la chance de connaître. Je passe mon bac à Lectoure, je vais faire mes études à Toulouse, et deuxième année d'études, ma mère lève des fonds pour lancer son magazine sur le changement de vie. Et au moment où elle fait sa levée de fonds, elle embauche une dizaine de personnes, et là elle me dit écoute, moi si ça te branche, je serais content que tu viennes. Elle savait que j'avais envie de faire journaliste, et donc j'hésite un peu, pas longtemps, mais j'hésite parce que c'est pas cette thématique-là qui me branchait le plus. J'avais une opportunité à ce moment-là de faire un stage sur une grosse radio sportive, et finalement j'ai dit non au stage pour prendre le CDI, qui était à temps partiel, donc pendant mes études. Donc j'ai bossé au début à mi-temps, et j'ai adoré ça tout de suite. Et quand tu adores ça, après les études, ça devient plus compliqué. Je me souviens, je suis allé jusqu'au bout de la licence, parce qu'à l'époque, et c'était juste avant la réforme 3-5-8, donc là, je voulais faire une maîtrise en fait. Mais maîtrise, ils commençaient à dire qu'un bac plus 4, ça va à rien, et j'avais pas envie de faire 5. Donc j'ai arrêté après la licence, parce que la fin de cette licence, je me souviens, j'avais envie de bosser en fait. J'étais dans des logiques de bouclage, d'interviews, d'aller proposer des sujets, enfin dans des trucs complètement professionnels. Et tout d'un coup, il fallait que j'arrête pour aller passer des examens, bûcher. En fait, j'ai plus du tout envie, quoi. D'aller faire les bringues étudiantes que j'ai adoré pendant quelques années. Cette année-là, j'en voulais plus. Mais en fait, moi, compter le nombre de verres de vodka. Ah, hier, j'ai bu 8 vodka, et toi, alors? Ça m'intéressait plus du tout. Donc, je me souviens qu'à la fin des études, j'ai quand même eu mon diplôme. J'ai mis un point d'honneur, mais j'avais très envie de bosser. Voilà. J'ai eu l'opportunité. Donc après, au début à mi-temps, après à temps plein, et puis après, j'ai commencé le chemin. Dès le départ, tu t'es dit que tu reprendrais ou pas forcément? Non. Ça s'est Non, fait au départ, naturellement. j'apprenais, je travaillais avec ma maman, qui était un vrai mentor et un vrai modèle. Puis, je vous l'ai dit, je m'ennuie vite. Donc, on a la chance toujours d'ailleurs, dans cette agence, de faire des trucs très différents, de traiter des thématiques très différentes. Donc, j'ai pu toucher à plein de choses. J'ai été journaliste psycho, sexo, tourisme, bagnole, un peu de sport quand même, presse féminine aussi, plein de sujets. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai pris vachement de plaisir là-dessus. Mais non, c'est sa boîte. Tracez pas comme ça. Non, peut-être un jour je partais en revanche. C'était plutôt ça. C'est que là, c'était la PME familiale à la campagne où j'étais très bien. Je me suis vite dit que je voulais y faire ma vie dans cet endroit-là. En revanche, professionnellement, c'est arrivé d'ailleurs que je me pose la question de partir, d'aller dans des grands groupes. Moi, j'avais pas connu un grand groupe et à un moment, ça m'a donné envie. Avec les moyens du grand groupe. Quand t'as un projet, t'es pas obligé de tout autofinancer avec 3 francs 6 sous, mais le grand groupe met 10 personnes sur le truc, donne 1 an et demi pour le développer. Moi, ça, je connaissais pas. Et ça m'a tiré un peu. Donc non, je me suis jamais enfermé dans une vision de carrière comme ça. Et pour clôturer le sujet études, t'as pas Paris sur ton CV, tu fais du journalisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est un frein? Et est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention quand tu recrutes quelqu'un? Non, je fais pas attention. Je peux faire attention si je veux un poste, quelqu'un qui vient sur place. Ou effectivement, si c'est quelqu'un qui est à Paris, il y a toute la dimension changement de vie. Mais bon, maintenant, on peut aussi embaucher en télétravail. Et puis, en revanche, qu'il y ait une expérience à Paris dans le CV, non, ça, franchement, je m'en fiche. Est-ce que c'est un frein? Je pense que oui, dans certains secteurs. Si tu veux bosser dans la mode aujourd'hui, c'est compliqué dans le Gers quand même, ou dans le Lot-et-Garonne. C'est plus en tout cas, dans le journalisme, de la journaliste mode. C'est plus facile à Paris, c'est quand même là où tout se passe. On reste dans un pays très centralisé. En revanche, je crois quand même que ça, c'est le Covid qui a beaucoup bousculé, qui a fini de bousculer le truc, mais le lieu où on se trouve est de moins en moins important. Après, quand même, je veux pas dire de bêtises, mais quand j'ai des jeunes qui viennent nous voir, qui ont des vraies aspirations de carrière dans certains domaines, ça m'arrive régulièrement de leur dire pars, va à Paris. Parce que Paris, on n'aime pas, ouvre à la curiosité énormément. Beaucoup de choses s'y passent. T'as un dynamisme professionnel qui est assez dingue. Voilà. Après, on est quand même dans un pays qui est trop centralisé et qui a tendance à trop trouver que tout s'y passe. Et tu le sais parfaitement, notamment les histoires d'entrepreneurs. Il y en a des magnifiques, il y a des boîtes incroyables partout, avec des histoires incroyables partout. Il y a quelques secteurs où quand même tout se passe à Paris encore. Voilà. Est-ce que moi, ça m'a posé un souci? Non, je suis à Paris tout le temps par contre. En vrai, je suis à Paris au moins une semaine sur 2 depuis 15 ans. Donc, je triche un peu quand même. Qu'est-ce qui t'a marqué au début de cette période de ton parcours? Le fait d'intégrer la boîte familiale, est-ce que t'as eu des réflexions particulières de crise de légitimité ou quelque chose comme ça?
Non, la boîte était pas très grande, on était 10, 15, non, je crois pas. J'étais très bosseur. J'avais raté mon bac, j'avais mal vécu ça. Et je savais pourquoi je l'avais raté. Donc j'ai très vite bossé beaucoup, parce que j'aimais ce que je faisais aussi, que j'avais pas d'enfant, que ma mère a embauché ma compagne de l'époque aussi en même temps que moi. Donc on bossait jusqu'à 23 heures tous les deux. Franchement, la légitimité, je crois pas. Je crois que je l'ai senti assez vite. C'est venu plus tard. Quand j'ai pris la direction de la boîte, là, ça a été un sujet, mais pas au début. Non, elle dirait peut-être pas ça. Je savais que j'avais eu mon job parce que j'étais le fils d'eux, c'est une réalité. J'ai trouvé, moi, que ma mère était plus exigeante avec moi qu'avec les autres. Je suis pas sûr qu'elle aurait le même regard, mais bon, en même temps, c'est normal. Fallait être exemplaire aussi. Mais je crois que je l'étais pas mal. Ça, c'est important quand t'es le fils d'eux, c'est que on te laisse rien passer, quoi. En tout cas, je bossais, je me souviens, je te l'ai dit, je démarrais à mi-temps. En fait, j'étais 2 jours par semaine, mais ces 2 jours-là, d'abord, je les ai très vite transformés en 3, alors que c'était pas le deal. Et je regardais pas ça, et puis surtout, on faisait 16-17 heures par jour, quoi. Donc, on s'en foutait. On travaillait ensemble, en plus, avec ma compagne, donc on était bien au bureau, quoi. On bossait, on rentrait jamais en 23-30, et je me souviens, quand on a eu notre premier enfant, quelques années plus tard, ça a été un sujet pour réussir à rentrer à 21h déjà. Donc, il y en a un qui est rentré un peu plus tôt à 19h30 pour prendre le relais, et l'autre rentrait jamais avant 21h, 21h30. Ça, j'en profite. Ça s'est fait naturellement, le fait de travailler tous les deux dans la même entreprise. Et est-ce que tu as eu des inquiétudes au départ qui se sont vite dissipées ou pas? Alors moi, oui, j'étais inquiet. Ma compagne, moins, à l'époque. Mais on s'est retrouvés dans le même bureau tout. D'abord, ma mère m'a pas demandé. Ma mère, elle a un côté un peu la madré italienne ou corse, tu vois, plutôt corse d'ailleurs. Très matriarcale en tout cas, donc très tribal. Donc voilà, c'était ma meuf depuis 6 mois en plus. Hein, je sais pas longtemps qu'on était ensemble. Et là, ma mère, quasi sans me le dire, lui dit, bah, en fait, je te propose un job. Donc j'étais un peu étonné. Et après, on s'est retrouvés dans le même bureau et on a fait 15 jours ça. Après, moi, j'ai changé de bureau parce que ça, j'aimais pas. On a 2 enfants, on a divorcé. Cette histoire-là, elle a 23 ans. Et aujourd'hui, on travaille ensemble encore. Et j'adore bosser avec elle. Et toujours dans l'agence? Ouais, elle dirige la boîte en fait. Moi, je fais beaucoup de commercial, elle dirige tout l'opérationnel avec directrice générale. Alors, on va y revenir parce que c'est une question plus tard, mais ouais. Du coup, tu m'as un peu sabré une question, mais c'est pas grave. Je les ai pas en avance, alors tu peux pas m'en vouloir. Non, pas du tout. Mais c'est bien, justement, raison de plus. C'est incroyable. Ouais, c'est pas unique. Hein. J'ai rencontré un mec qui bosse, lui, il a 2 ex, bon, c'est quoi de m'en fous. Mais ouais, on a réussi notre divorce. Et ça prouve qu'on avait bien fait de se marier d'ailleurs. C'est que on est toujours très proches l'un de l'autre et très à côté, mais au bon endroit. Elle a refait sa vie avec un mec que j'aime profondément, que j'adore, qui a un beau-père génial pour les enfants. Je pense qu'elle dirait la même chose de ma compagne. Et on adore bosser ensemble. Et puis il peut plus rien nous arriver. On a divorcé, on a réussi ça. On peut plus s'engueuler maintenant. C'est incroyable. Donc ouais, on bosse bien ensemble et franchement, j'envisage pas trop autrement. Tu as pris la direction générale en 2006, à l'âge de 24 ans. 2 ans après, tu as été marqué par la crise 2008-2009. Comment est-ce que ça s'est passé, cette prise de fonction, le fait d'avoir dû traverser une période de turbulence quasiment en même temps? Est-ce que tu peux revenir un peu sur c'est un peu dans l'autre sens. En fait, en 2006, je deviens directeur général adjoint. Je viens voir ma mère qui est là, qui pilote complètement la boîte. Et je lui dis, écoute, je m'ennuie un peu, je voulais transformer la boîte, en tout cas accompagner la transformation et développer des nouvelles activités. On est agence de presse, on fait des magazines pour des groupes médias. Ma mère venait de rentrer un gros client entreprise, mais je voulais, moi, qu'on devienne aussi... je voulais toucher à l'événementiel, toucher aux relations presse. On recevait 400 communiqués de presse par jour par journaliste. Je me suis dit, on sait pourquoi on en ouvre un et pas celui d'à côté, donc on a peut-être quelque chose à apporter. J'avais envie de m'éclater, de développer d'autres choses, donc elle m'a dit, vas-y, très entrepreneuse, donc elle m'a laissé faire, j'ai développé ma propre clientèle avec des trucs qui ont marché, des trucs moins. Et j'ai fait ça 4 ans, enfin 2 ans exactement, 2 ans et demi. Donc ça c'est en 2006. Donc là elle est encore là, je suis pas DG, je suis DGA. Et en 2008 il y a Lehman Brothers, qui est une énorme cata pour la boîte. Nous on perd, parce que quand les grandes banques américaines vont bien, toi tu le sais pas, mais quand une grande banque américaine se casse la gueule, tu perds 25% de ton chiffre, même à Stafford, dans les petites rues du village. Et donc nous on perd 1 million d'euros en moins de 3 mois de chiffre d'affaires. On était sur un rythme moyen de plus 40% de croissance tous les ans sur les 5 dernières années, et là on fait moins 25. Et on l'avait pas du tout prévu. Et donc la boîte se casse la gueule. Mais est-ce que tu as les charges de demain avec le chiffre d'affaires d'aujourd'hui? Parce qu'on avait prévu, oui, on avait embauché, on continue à investir. Quand tu fais plus 40% tous les ans, t'as toujours et c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'en plus, ça veut dire qu'il y a des années tu fais plus que ça, bah, t'es obligé d'embaucher, t'es obligé de développer, t'es obligé de continuer à faire un peu de R&D, enfin t'investis. Et encore, on avait été prudent, on avait prévu plus 10.
Donc on s'est dit, on avait investi sur la base d'un plus 10. Sauf qu'au lieu de faire plus 10, tu fais moins 25. C'est-à-dire, il y a plus d'1 million d'euros de différence. Et on n'a pas cette trésor-là parce que quand tu es une boîte qui est en grosse croissance, compliqué de faire de la trésor. Tu es en investissement permanent. C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes, que tu connais ça par cœur, qui se plantent quand elles sont en croissance. Donc nous, on prend ça. En plus, pas de perspective directe parce que c'est la crise mondiale. Et ça te paraît bien loin, mais c'est bien concret. Et en fait, à ce moment-là, ma maman commence à avoir des petits soucis de santé. Et c'est 1 an plus tard, en fait. Donc là, on est tout début 2009. Et 1 an plus tard, elle tombe malade, vraiment. Et là, elle s'arrête de bosser du jour au lendemain. Et c'est là que moi, je prends la direction. Donc en fait, c'est un peu à l'envers. D'abord, il y a ce moment-là assez dingue. Et 1 an après, je prends la direction de la boîte. Et quelle est ton ambition quand tu prends la direction? Sauver le soldat Ryan, bien sûr. Mais est-ce que tu as une deuxième ambition plus long terme? J'en ai 2. J'en ai une professionnelle qui est de sauver la boîte. La boîte, elle est très très mal. On avait mis en place tout un tas de choses. On a fait des choses assez originales pour sauver l'entreprise. Du genre, d'abord, première prise de responsabilité managériale que j'ai eue dans ma vie. Parce que, ma mère avait à l'époque une pneumonie qui s'est avérée plus grave que ça 1 an plus tard. Je suis rentré dans une pièce, j'ai demandé à 40 personnes de baisser leur salaire de 15%. Quand t'as démarré par là, après tu peux faire plein d'autres trucs plus sympas. En leur disant, il faut baisser les salaires, parce que sinon la boîte se plante. Ah bon, mais on les récupère quand? J'en sais rien. Ah, mais au moins t'es sûr qu'on va les récupérer? J'en sais rien. Seule chose que je peux vous assurer, c'est que, et ça je le sais, c'est que si on ne le fait pas, ça marche pas. Donc, tout le monde dit oui, c'est une première chose, et après en fait dans toutes les, tu sais, quand t'es comme ça, tu fais des prévisionnels. T'as le très pessimiste, le un peu pessimiste, le pessimiste moyen, le normal, le optimiste. On avait 6 versions en vrai, je me souviens, de très optimiste à très pessimiste. Et en fait toutes les versions montraient un truc, c'est que si on rentrait pas 250 000 balles, ça passait pas. Il fallait de la trésor. La banque nous avait planté, donc on avait été dénoncé par la banque. L'actionnaire majoritaire, qui était à l'époque extérieur, nous avait dit d'arrêter. L'expert comptable nous dit d'arrêter. Il y a même un jour, donc on est le 31 décembre 2008, ma mère m'appelle et elle dit on arrête, on ferme la boîte. Donc on arrose bien on n'était pas ensemble, j'arrose bien mon réveillon et le lendemain, je vais la voir en bon fils que je suis pour lui souhaiter la bonne année quand même. Et là elle me dit on n'arrête pas. C'est mon bébé, c'est notre aventure familiale. Enfin, tout entrepreneur comprendra ces moments-là. On n'arrête pas, c'est pas possible, c'est notre truc. Et donc elle décide ça et je lui dis c'est mignon, mais on les trouve comment ces 250 000 balles? On connaît personne qui va nous les donner. Et alors on se dit tiens, peut-être qu'on va trouver 20 personnes ou 10 personnes qui vont nous donner 20 000 chacune. On trouve pas. Alors on fait un petit tour avec des gens de la famille, commence à donner. Et puis en fait j'appelle le bonhomme vert et tous ses copains. Et je raconte au bonhomme vert à ses copains que j'ai besoin de 40 000 balles pour partir en voyage de noces. Et là, le bonhomme vert, à l'époque en tout cas, te demande si t'es endetté. Ah, vous avez déjà un crédit, monsieur Leclerc? Non, pensez-vous, j'ai pas de crédit, je suis pas fou, je fais attention. 1 an avant, je venais de m'acheter une baraque sur 25 ans, mais il vérifiait pas, donc tu dis l'inverse. Et puis ça avait l'air de marcher, donc j'ai continué, j'ai appelé tous les copains. En 3 semaines, on avait 240 000 euros sur le compte en banque pour faire le tour du monde. J'ai attendu d'avoir remboursé avant de raconter l'histoire quand même. J'ai été prudent. Je dis pas de le faire, c'est pas un conseil que je donne, c'était 11% à l'époque, c'était casse-gueule. Moi j'avais pas peur, j'étais porté par un truc, c'est que j'avais 28 ans et que je commençais à être bankable, c'est le bon âge, j'avais un joli CV derrière, j'avais une petite fille, mais on était prêt s'il fallait à partir à Paris. J'étais pas inquiet, je savais que moi je pouvais retrouver un boulot vite, j'étais pas inquiet de ça. J'en avais pas envie, mais voilà. Et puis surtout, j'étais sûr que ça marcherait. Et donc quand, ça c'est donc tout début 2009, printemps 2009 là, et je prends en janvier 2010 du jour au lendemain, donc j'ai 2 objectifs, c'est sauver la boîte qui va encore pas bien et que ma mère puisse se soigner. Parce que donc elle a un cancer à ce moment-là, quand elle a son cancer, elle parle que de la boîte. Elle est juste en panique, elle dit mais comment vous allez faire? La boîte va se planter, tout est un tutu personae. Et là, j'étais pas tout seul. On lui dit non, on va y arriver. Tu étais directeur général et actionnaire ou pas encore à ce moment-là? Au moment où j'ai emprunté, etc., j'ai récupéré, mais très minoritaire, mais j'ai récupéré, je crois, 10% de la boîte à ce moment-là. Mais c'était tout récent. Ok. Voilà. Ouais, c'était même pas pour sauver ton investissement. Enfin, non, tu étais investi en heures, en tu temps. Tu t'en fous. À ce moment-là de ta vie, en tout cas, moi, j'ai jamais été très doué pour mettre de l'argent de côté, mais c'est pas ça qui me porte. Enfin là, à ce moment-là, ta mère est malade, t'as juste envie qu'elle se soigne. Et tu sais que pour qu'elle se soigne, il faut qu'elle soit libérée du stress de la boîte, qu'elle se consacre pleinement à ça. Et toi, t'es très attaché à cette boîte, qui est la boîte familiale, dans laquelle je bosse déjà à l'époque depuis quasiment 10 ans. Et puis, faut dire les choses honnêtement, malgré le contexte, c'est un défi professionnel dingo à cet âge-là. C'est une boîte qui faisait, on avait 45 personnes, il y a quand même eu des licenciements. Donc il restait 30 personnes, 3 millions de chiffres, j'ai 28 ans, c'est un beau défi.
as anticipé un peu une question que j'avais après, mais du coup, je te la pose quand même. Mais est-ce que tu penses que ton âge était un atout, plutôt l'inverse? Non, c'était plutôt l'inverse. Franchement, c'est plutôt l'inverse. Je trouve ça, pour le coup, je trouve pas qu'on avance. On est longtemps trop jeune et vite trop vieux. C'est très vrai. Du coup, t'étais trop jeune ou déjà trop vieux? Oui, j'étais trop jeune. 28 ans, j'étais trop jeune. Non, mais ce qui est très bien, c'est entre 35 et 45. Après, ouais, c'est compliqué. Je caricature, mais franchement, c'est pénible ça. Mais tout le monde le raconte. Je veux dire, il y a plein de jeunes, on leur ramène tout le temps à leur jeunesse, donc à leur naïveté, etc. Mais heureusement qu'ils arrivent avec ce regard un peu naïf. Sinon, on bougerait rien. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont des projets géniaux et on les regarde un peu condescendants parce qu'ils ont passé l'âge de péremption, quoi. Enfin, c'est nul. Aujourd'hui, l'entreprise, elle en est où? La boîte, elle en est où? Je connais, j'ai trop de... Elle va bien, mais ça va plutôt bien. C'est un groupe maintenant, donc il y a plusieurs entreprises, comme je l'ai dit au départ. Donc on s'est développé, on s'éclate, on prend toujours du plaisir. La boîte est leader sur son marché. Ouais, on est hyper fiers. Maintenant, je connais trop l'entrepreneuriat pour ne pas savoir que si ça se trouve, pendant que j'ai coupé mon téléphone pour être avec toi, j'ai 3 messages affreux. Donc c'est des hauts et des bas, comme toute histoire de PME. Mais déjà, le chemin fait, là, il est chouette. Et puis a priori, on est quand même en train de prendre les bons virages avec beaucoup de choses qui se passent dans nos métiers, notamment avec l'intelligence artificielle générative. Donc a priori, on n'est pas trop bête et toujours très entrepreneur et très désireux d'avancer et de se transformer. Donc ça nous permet d'aller pas mal. Mais ouais, je suis content. En tout cas, j'aurais signé avec beaucoup de mains il y a 15 ans quand on a vécu tout ça pour être encore en train de parler de cette boîte aujourd'hui. Et tu penses que le fait d'être une boîte familiale est une force? Oui, parce que d'ailleurs c'est prouvé, hein, même la Banque de France travaille là-dessus sur les cotations, où dans ces moments-là, il y a moins de défections de boîtes familiales. D'abord parce que les entrepreneurs, ils sont très attachés, donc ils vont beaucoup plus difficilement l'arrêter, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième génération. Il y a un espèce de sens du devoir assez dingue. Donc autant d'autres boîtes, tu vas moins te poser la question, tu vas arrêter, autant celle-ci non. Et puis il y a quand même dans des moments de grande tension économique et donc sociale, hein, parce que quand ça va pas économiquement, socialement, c'est compliqué. C'est bien d'être en très grande confiance avec des gens, en tout cas dans des familles saines, ce qui est notre cas, mais ouais. Tu as une classification sur Euronext, donc en bourse, sur justement le CAC 40 familial. Alors ça s'appelle pas comme ça, j'ai le nom qui me revient plus, mais c'est des capitalisations détenues par des familles. Et c'est des boîtes qui tournent vachement bien. Enfin, moi, personnellement, ça fait partie de ma stratégie d'investissement. Elles sont en tout cas plus résilientes. Ça, c'est une certitude. C'est prouvé. Il y a eu plein de gens qui l'ont raconté, qui l'ont étudié. C'est pas étonnant. Tu n'as pas envie de fermer ta boîte familiale. C'est une décision vachement lourde. Tu as moins de dividendes et plus d'investissements aussi, ce qui est peut-être vertueux. Ouais, parce que tu es moins porté par l'appât du gain. Ouais, certainement. Ce que tu disais, enfin, moi, c'est pas un truc qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. On dit souvent qu'il y a une stratégie, quand on reprend une entreprise, c'est qu'il faut tuer le père. L'expression est comme ça, elle n'est pas très jolie, mais néanmoins, elle existe comme ça. Moi, je dis plutôt qu'il y a un seul siège de dirigeant, et donc tu peux mettre qu'une seule paire de fesses dedans. Comment est-ce que tu as réussi? Alors, bon, il y a le départ pour des raisons de santé de ta mère, mais comment est-ce que tu as réussi à prendre le poste, à rentrer dans la veste? Pas le dernier à avoir été convaincu que je pouvais prendre le poste, franchement, c'était moi. Tu parlais de légitimité tout à l'heure, je t'ai dit que j'en ai pas eu au départ quand je suis arrivé. J'ai pas eu de souci de légitimité plutôt. Là, à ce moment-là, franchement, moi, il m'a fallu, j'ai mis 6 mois à accepter que j'étais dirigeant parce que ce qui était compliqué, c'était pas d'être le fils d'eux là, c'était de prendre la direction d'une boîte de gens qui étaient mes collègues. Et c'était pas évident parce qu'il y avait des gens plus âgés que moi, des gens qui étaient avant ça mes supérieurs hiérarchiques ou en tout cas mes alter ego, des gens que j'avais pas embauchés, c'est pas moi qui faisais le recrutement. Donc ça a été difficile, mais je crois que j'étais le dernier à me voir comme le dirigeant. Il y a des gens qui l'ont accepté tout de suite, qui l'ont vu tout de suite, d'autres qui ont mis plus de temps, d'autres qui m'ont dit, j'ai entendu que j'y arriverais pas. De toute façon, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, on m'a dit que c'était pas mon métier. C'est tellement plus facile. On m'a tout le temps dit. À chaque fois que j'ai lancé quelque chose, on m'a dit c'est pas ton métier. Ça à chaque fois. Maintenant, j'en rigole vachement. On continue à me le dire. Hein. Quand je fais un truc, on me dit c'est pas ton métier. Mais c'est pas grave. Et après, on me le dit plus. 2-3 ans après, les gens acceptent que c'est devenu mon métier. Donc voilà, là je l'ai entendu, mais il y avait aussi beaucoup de gens adorables. Et c'est moi, hein. Franchement, le dernier qui a accepté, c'était moi. J'étais très porté quand même par... j'étais pas tout seul d'abord parce que j'avais une co-DG aussi qui a qui a complètement repris la boîte avec moi. Ton ex-femme? Non, pas du tout. Non, elle était journaliste à l'époque. Elle est montée beaucoup plus récemment, mais quelqu'un qui était l'ancienne boss de ma mère, qui était une dirigeante de grands groupes médias, qui était numéro 2 de EMAP à l'époque, qui est devenu ensuite Mondadori, puis Reworld maintenant. Voilà, qui avait un gros parcours, elle a pris sa retraite là, qui était mon deuxième mentor, et j'étais pas tout seul. Donc ça, heureusement, parce que je pense tout seul, j'aurais pas réussi. Il y avait une gérante aussi en interne qui avait cofondé la boîte avec ma mère, qui gérait toute la partie RH. Donc j'étais très entouré par ces gens-là.
Et après, pour répondre à ta question sur le fait de tuer le père, en l'occurrence la mère chez moi, bon, ça s'est pas posé là parce qu'elle est partie, elle s'est arrêtée le jour même. Quand je lui dis mais t'arrêtes quand? Elle m'appelle, elle me dit j'ai un cancer, j'arrête. Je lui dis mais t'arrêtes quand? Elle m'a dit bah quand je raccroche. Putain. Et donc ouais, c'est hyper violent. T'es d'abord dans un truc perso, hein, d'abord le boulot. Enfin c'est qu'elle parlait tout le temps du boulot. Moi je pensais qu'à elle, mais elle s'en va et je prends. Donc il y a pas de sujet. Il se trouve qu'aujourd'hui elle va bien, heureusement. Et donc elle a mis 2 ans à peu près à se soigner. Et 2 ans plus tard, elle revient dans la boîte. Et là, il y a eu des sujets parce que moi, j'avais pris ma place, j'avais des convictions, j'avais recruté des gens, j'avais une vision pour être complètement dans ton sujet de ce que doit être la hiérarchie et la direction d'une boîte qui était très différente d'elle. J'ai dit, elle est très matriarcale, elle avait quand même une vision, même si elle était très... elle l'est toujours, d'ailleurs, elle n'a pas changé. Elle donne énormément de liberté, elle fait énormément confiance, beaucoup d'autonomie. Elle travaille toujours avec vous? De temps en temps, non, elle est à la retraite, mais de temps en temps, elle a un talent assez unique sur éditorial. Quand j'ai besoin d'un œil, elle connaît parfaitement notre métier. Donc sur certains sujets, ouais, je l'appelle. Et puis aussi, je la convoque beaucoup, même quand elle est pas là. Elle le sait pas toujours, mais souvent je me dis tiens, elle ferait quoi là? Parce que c'était j'aime pas ce mot, mais c'était une super manageuse. Elle aimerait pas ce mot non plus. C'est quelqu'un qui est très lumineux et qui est vraiment intéressé par les gens. Donc qui est vraiment elle écoute. Et en même temps, un peu plus dur que moi, je pense. Donc par moment, je me dis, tiens, elle ferait quoi là? Il y a des situations, je la convoque, et puis quand ça suffit pas, je l'appelle. Toujours. M'en fous. J'ai pas. Enfin, à 40 ans, t'es plus dans un truc. T'as pas peur de temps en temps de repasser pour un petit garçon. À 25, ou 30, c'est plus dur. Mais voilà, donc je pense qu'il y a eu une période un peu chaude où elle est revenue. Elle m'a dit, elle était pas d'accord avec mes recrutements, pas d'accord avec certaines directions que j'avais prises. J'avais créé un codir pour éclater justement la fonction de patron. Je voulais pas être patron tout seul. Et puis je voulais protéger la boîte si jamais il se repassait quelque chose comme ça. C'est-à-dire moi demain je passe sous un bus. La boîte, ils seront un peu tristes j'espère, mais la boîte elle est pas impactée. Donc à l'époque c'était pas le cas. C'était vraiment son entreprise quand elle tombait malade. Moi personne me connaissait, et même le nom de la boîte, les gens, franchement nos clients connaissaient à peine le nom de la boîte. Donc on a travaillé pour ça. Énorme donc institut personnel. Ouais. Même il y avait des clauses dans nos contrats principaux. Mon principal client, je suis allé le voir quand je lui ai annoncé. Il pesait à l'époque 80% de notre chiffre, truc qui est totalement interdit. Et je suis allé le voir et je lui ai dit je t'annonce, maman a un cancer, elle arrête de bosser, tu peux tuer la boîte. T'as le droit. Légalement, tu peux sortir. Et il a été, évidemment, comme tous, hein, d'ailleurs, il était super. Et personne n'est sorti, bien au contraire. Mais ouais, donc les tensions que tu peux vivre quand tu reprends et qui sont dans toutes les entreprises familiales, on les a vécues, mais un peu plus tard, paradoxalement. Et elle a été... c'est elle qui a trouvé la sortie. Enfin, c'est elle qui, après, m'a laissé la place. On a continué à bosser avec nous pendant plusieurs années, mais à son endroit. C'était tout à son honneur, parce que je sais pas si j'aurais réussi à le faire moi. Moi, j'ai essayé de travailler en famille et je me suis vite rendu compte que c'était pas une bonne idée. Alors moi j'adore ça. Je comprends les mauvais côtés. C'est pas toujours facile, parce que tout problème te tord un peu plus le bide. Mais tu peux tellement t'engueuler en fait. Tu peux être vachement sincère. D'abord, tu prends pas un couteau dans le dos. Et deux, tu peux vraiment être en désaccord et l'exprimer pleinement et de façon assez directe. Parce que de toute façon, si ta relation est saine, à la fin, t'aimes quand même la personne et ta relation perso va pas en pâtir. Je me souviens, le pire que j'ai vécu, mon père est venu bosser dans la boîte, mes parents sont divorcés depuis très longtemps. Ma mère a embauché mon père parce qu'il avait un parcours de dingo et qu'il avait envie de s'installer pas trop loin de nous. Donc elle l'a embauché et mon père, on s'engueulait souvent au boulot. Et je me souviens, il y a une période, mais on s'est plus adressé la parole dans l'entreprise pendant 3 semaines. Vraiment, moi j'étais en colère, on s'était hyper fâchés, il était en colère aussi. On s'est pas parlé pendant 3 semaines. Je pense que donc on ne se disait pas bonjour dans la boîte, on se parlait pas. Pendant ce temps-là, je crois qu'il est venu dîner 3 ou 4 fois à la maison. Alors, sans problème. Et je savais pourquoi j'étais fâché contre lui, mais c'était du pro, c'était pas du perso. T'avais scindé les deux. Ça s'est fait naturellement. C'est pas moi, c'est lui aussi, mais je trouve que quand tu es une famille saine en tout cas, et s'il y a beaucoup d'amour bien sûr, tu peux être beaucoup plus direct, tu peux t'engueuler, tu peux oser affronter. Il y a des gens, sinon tu mets vachement de doigté, tu oses pas dire non, donc tu laisses passer une mauvaise idée, etc. Si c'est ta frangine qui arrive avec une mauvaise idée, moi ma frangine dit elle est nulle ton idée. Et là elle me dit mais c'est toi qui es nul, et puis on s'engueule, et puis on va débattre du fond, et on va aller loin. Parce qu'on va porter, on va vraiment exprimer tous les arguments. Alors que si c'est quelqu'un avec qui tu as moins de liens, d'abord, s'il n'a pas de lien hiérarchique, bah, à un moment donné, il faudra bien trancher. Et s'il y en a un, la discussion elle est faussée. Donc, alors que ta sœur, même si elle est en dessous de toi, elle n'a rien à faire de te dire que tu es complètement idiot. Hein. Elle te le dit. Hein. Et d'un point de vue management, vous êtes une assez grosse boîte, donc ça doit être un peu dilué, mais il n'y a pas un ressentiment de la part des équipes de... genre il y a l'équipe familiale et les autres. Il y a eu pendant longtemps. Là on vient de le casser je pense, parce qu'il y a 1 an on a revu le comité de direction. Alors, je parlais de ma sœur, elle était longtemps dans la boîte, elle est partie l'été dernier, elle a changé de voie. Ma maman est à la retraite, donc il reste en gros mon ex-femme.
Je travaille toujours, j'ai une tante qui est dans la boîte aussi. Mais au comité de direction, en gros, là, on a eu 2 associés historiques qui ont pris leur retraite aussi sur les 2 dernières années. Donc on a revu complètement l'organisation et on a fait monter des salariés au comité de direction. Et c'était symboliquement, on savait qu'on venait casser ça. Parce que oui, t'as raison. Dans une boîte familiale, si les postes à responsabilité ou vraiment à haute responsabilité sont pour la famille, t'as un plafond de verre. Tu regardes, de toute façon, moi je suis pas de la famille. Donc si je suis pas de la famille, je pourrais pas accéder à ça. Et ça, nous, il y a un an, on a ouvert le Codia à des salariés qui sont pas du tout de la famille. Et je crois qu'on a ouvert beaucoup de perspectives pour tout le monde. C'est super, c'est hyper intéressant. Ouais, c'était un challenge, mais il fallait. Tu vois, moi, j'ai monté ce podcast avec l'agence 16h33. Michael Crène, tu vois, il travaille avec sa femme. Et je trouve que c'est un duo qui a une performance parce que c'est une équipe, comme dans le sport. Tu vois, ils n'ont pas besoin de se parler, ils savent ce que l'autre pense, etc. Et je suis hyper admiratif de ce duo, pour le coup. Puis je le redis, c'est une garantie de plein de choses. Bien sûr que ça peut être plus lourd par moment. Il y a des gens qui seront pas du tout à l'aise. Tu disais que c'est ton cas. Mais si tu crois à l'horizontalité et à des échanges, si tu as envie qu'on te challenge vraiment, mais qui a mieux pour te challenger que ta famille? Je veux dire, moi, mon ex, elle a aucun problème pour me dire que je fais des conneries. Si c'est pas elle et que c'est quelqu'un que j'ai fait monter plusieurs fois, etc., il va peut-être prendre beaucoup plus de pincettes. Bah, il y a des moments, moi, il faut pas en prendre. Alors justement, on en vient à la question de la directrice générale. Alors c'est Jérôme Fourest qui nous a mis en relation. Merci beaucoup d'ailleurs Jérôme, c'est l'épisode 4 de dirigeant d'entreprise en difficulté à propriétaire d'une société Inbonis. C'est ça le thème qu'on a avec un vécu de dingue, Jérôme. Ouais, merci beaucoup Jérôme pour cette mise en relation, je pense que tu écouteras. Il nous a donné son point de vue sur le fait d'être directeur général, parce qu'il a eu ce rôle-là, non actionnaire, non membre de la famille. Et maintenant qu'il est dirigeant de son entreprise, je lui ai posé la question à la fin de l'entretien en disant « Est-ce que tu serais susceptible de prendre un directeur général ?» Et il m'a dit non. Et ça, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Et justement, alors, moi, je pensais que c'était hors familial, parce que toi, tu en as une, mais du coup, j'ai très envie d'avoir ton point de vue là-dessus, justement. Alors, elle est actionnaire. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, l'actionnariat du groupe, il est très simple. On est 3, je suis majoritaire. Il y a donc Caroline, qui est la maman de mes 2 grands, et ma petite sœur, qui elle a quitté, elle est plus salariée, mais elle a encore quelques actions dans le groupe. Je comprends ce qu'il veut dire. En fait, moi, j'ai souvent dit ça quand on parle des grands patrons. Quand on t'explique que les grands patrons, on a souvent des débats sur leur rémunération, etc. Et en fait, très souvent, un grand patron, c'est pas un patron. C'est des directeurs généraux. Aussi brillants soient-ils et aussi impliqués soient-ils, il y a un moment donné, tu t'es pas mis à poil, quoi. T'as pas tout mis sur la table pour réussir t'as pas pris de risque. Et au pire, quand ça va pas, tu t'en vas avec un chèque. Moi, demain, ma boîte, elle plante, j'ai tout perdu. Donc, il y a une différence, je suis d'accord, et je comprends ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il confierait son entreprise à quelqu'un qui a pas de billes dedans du tout, et donc qui sera pas porté par le même engagement, ce truc qui te prend aux tripes? Je comprends qu'il se pose la question. Bon, ayant vu Jérôme à l'œuvre quand il était DG, je connais son implication à l'époque, et il parlait de sa boîte vraiment comme si c'était la sienne. Donc je pense qu'il y a plein de DG qui s'offusqueront de ce que je dis et qui seront le parfait exemple de l'inverse. Mais quand t'as mis tes billes, ça change un peu la donne, quoi. On va passer à l'étape d'après, donc tes autres projets, tes side projects. T'as plein d'activités, on l'a dit. T'as écrit des livres, Chronique d'un salaud de patron. T'as créé une ou 2 maisons d'édition. 2, ouais. 2 maisons d'édition. Un café-restaurant, un two-men's show. Ouais. Des événements d'entrepreneuriat, un mouvement entrepreneurial avec les déplumés. Et tu as également, assez récemment, il y a 2 ans il me semble, repris Radio 47 FM, donc la radio du Lot-et-Garonne. Au milieu de tout ça, moi j'ai une question bête, et c'est une déformation professionnelle, mais comment tu te retrouves à reprendre une radio ? Oh, la radio, c'est assez simple. C'est une passion d'abord, alors pour le coup, elle vient pas de petit, mais même si ma maman avait bossé un peu en radio et j'ai eu 2-3 flashs comme ça où je l'accompagnais, mais c'est venu plus tard quand j'écris mon premier bouquin, donc Chronique d'un salaud de patron. Je suis un tout petit éditeur. Je m'étais fait shooter de partout. En fait, une semaine après la sortie, je suis invité par les grandes gueules sur RMC pour faire la promo. Et à la fin de l'émission, ils me disent « Attends, mais toi tu reviens ?» Et donc j'intègre les grandes gueules pendant quelques mois. Et là, j'ai une passion mais immédiate pour ce média où je trouve que t'es un endroit d'une sincérité, d'une intimité incroyable. Ce que tu viens chercher dans les podcasts. Tu poses 2 micros sur une table. Alors, là, on est dehors, il fait beau. Mais dans un endroit, dans un lieu qui est en plus forcément très isolé au niveau acoustique, qui est celui d'un studio. Donc toujours un peu cosy, confort, etc. T'as des gros micros avec des grosses têtes de micro.
je trouve que tout de suite, tu peux regarder les gens droit dans les yeux et aller les chercher au cœur de leur âme. Voilà. En tout cas, moi, j'ai tout de suite trouvé ça. Et puis, accessoirement, j'ai eu la chance d'intégrer des émissions qui sont en direct. Donc, d'abord les grandes gueules, puis après, assez longtemps les informés sur France Info. Et le direct, c'était sans filtre. J'ai adoré ça. Donc, c'est une vraie passion. Ensuite, on est dans le Lot-et-Garonne. Ma boîte est à Stafford, dans un petit village connu parce qu'il y a Francis Cabrel qui y habite. Et en fait, on avait un peu de sous à ce moment-là. Et donc, mes associés me disent, ce serait bien qu'on rachète une boîte, etc. Donc, on discute. Je dis, ok, mais moi, si on rachète une boîte, je suis déjà à Paris. Tous nos clients sont parisiens, donc je suis déjà à Paris. Si c'est pas toutes les semaines, au moins une semaine sur deux. Donc, si on rachète une boîte, c'est ici. J'ai pas envie de racheter une boîte, je sais pas où, parce que quand tu rachètes une boîte, faut y être. Et quand t'es dans les médias, que tu veux racheter une boîte dans le Lot-et-Garonne, il n'y a pas 36 solutions. Et là, je sais pas, c'est pas le hasard, mais je sais pas ce qui a fait que, en tout cas, à ce moment-là, les fondateurs de 47 FM ont décidé de vendre leurs différentes radios d'infos locales, dont 47 FM. Et là, on a hésité à peu près une seconde. Ça appartient à 3 personnes qui aujourd'hui ont une radio assez géniale qui s'appelle RZN, qui est une radio positive qui est installée à Bordeaux d'ailleurs. Donc ils sont 3 associés. Il y a une femme et 2 garçons. Ouais. Voilà. Et en fait, le fondateur avec qui je travaille maintenant pas mal, il continue à nous accompagner. Lui, il est de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Et donc très très attaché à cette radio. Et en fait, on est 5 repreneurs. Et il nous choisit parce qu'on est ici. Et puis voilà. Et puis c'est un rachat hyper heureux. C'est génial. Et mais c'était évident en fait. Je sais pas, tu veux racheter une boîte, c'est ton métier, t'es journaliste. Et il y a la première. Et puis ils ont créé une pépite. Je le dis en toute humilité parce qu'on n'y est pour rien. Moi, j'ai fait que reprendre. Cette radio est en tête des audiences sur le territoire entre France Inter et France Info, quoi. C'est dingue. Ils ont créé un truc de dingue ici. Donc c'était génial. Ma fille avait fait son stage de 3e 2 ans ou 3 ans auparavant dans cette radio. On avait déjà moi je l'écoutais vachement. Donc bon, c'était évident. Et comment tu l'as su ? Parce que je les voyais pour autre chose. Ils étaient partenaires du Congrès national du Centre des jeunes dirigeants dont j'étais vice-président national à l'époque. Et en fait, pendant qu'on déjeune pour parler du partenariat, ils me disent, il faut qu'on te dise un truc, on est en train de vendre toutes nos radios. Et ils vendaient Toulouse FM aussi. Je pense qu'ils avaient plutôt envie que je me positionne sur Toulouse FM. Et là, je leur dis, mais vous vendez aussi 47 ? Et ils me disent, oui, mais bon, on a déjà des offres. Je dis, non, mais attends. J'ai dit, mais laisse-moi une seconde. Il me dit, bon, t'en parles à tes associés. Je dis, bah ouais, mais attends, bouge pas. Hein. Il y a 47 FM à vendre. Ah, dingue. Voilà, terminé. On a sauté dessus. Je crois que j'ai fait une offre, mais 3 jours après. C'est génial. C'est génial. Et comment tu valorises, au-delà du chiffre, où c'est pas tellement ce qui est intéressant, mais comment tu valorises une radio ? Tu as plusieurs méthodes. Il y en a une très rapide qui est sur le nombre d'auditeurs. On est audité par Médiamétrie, comme tout le monde. Donc, le nombre d'auditeurs jour, et tu multiplies. Tu te mets d'accord sur un multiple. Tu as une évaluation. Après, tu as une éval beaucoup plus classique sur l'EBITDA. Mm-hmm. Et puis après, tu peux regarder d'autres... tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail quand même du bilan et de l'analyse financière que tu peux faire. Mais nous, en gros, on avait fait une triple étude et on est arrivé à peu près dans les mêmes tarifs. Ok. C'est quoi ton objectif le jour où tu reprends ? De la radio ? Sur la radio, ouais. M'éclater. C'est un peu l'objectif. Mais vraiment. Je veux dire, m'éclater, rembourser mon prêt. On a emprunté à la banque pour acheter la radio. Voilà, m'amuser et développer. J'avais la conviction que nous, on pouvait... Moi, je suis journaliste. Ce sont des animateurs qui y travaillent. Moi, il me semblait qu'on pouvait apporter un peu plus de contenu. Donc, on a apporté beaucoup de choses dès le départ. Notamment, je fais une émission tous les dimanches matins sur des histoires d'entrepreneurs, un peu comme toi, sur l'esprit d'entreprendre. Dans Lot-et-Garonne, il y a des boîtes de dingue. Et c'est un département qui s'aime pas beaucoup. Il y a un vrai déficit de notoriété d'abord, mais même un manque d'amour des Lot-et-Garonnais pour Lot-et-Garonne, alors qu'ils y sont bien. Et notamment sur ce sujet-là, alors que moi, j'étais ébahi par le dynamisme entrepreneurial du Lot-et-Garonne. Le Gers a beaucoup moins de soucis d'amour-propre et d'amour en général. J'adore le Gers profondément, mais il n'y a pas ce dynamisme-là. Vous avez le leader national des produits de la mer qui est à Agen. Juste, ça pose question. Il y a UPSA, il y a Jiffy, il y a le leader européen des portes de placard. Il y a le plus gros fonds qui sont mis sur la recherche du gaz propre en France, c'est à Agen. Il y a des boîtes incroyables. J'avais envie de raconter ça et c'est ça qu'on a apporté. Donc on a très vite changé la grille pour apporter pas mal de choses éditoriales. On est très vite revenu en arrière aussi parce que c'est aussi une radio qui est très écoutée pour sa musique. Et donc on a fait quelques conneries la première année. Et le vendeur qui nous accompagne nous l'avait dit. Et j'ai beau parler d'humilité, d'écoute, de partage de décision, je suis comme les autres. Il y a des moments où je suis tellement convaincu que j'écoute pas. Et donc j'ai fait des erreurs. Enfin, on a fait des erreurs. Voilà, là on a retrouvé un équilibre. On a apporté ça quand même. L'ambition, elle était d'apporter un peu plus de contenu. Voilà, mais c'est à s'amuser, s'éclater, prendre notre pied. Et franchement, ça fait 2 ans et demi, on prend notre pied.
Alors, c'était la question d'après, mais est-ce que tu es satisfait de ton investissement? De ce rachat-là, ouais, très. C'est ce qui était drôle, en fait, quand on a racheté. Moi, j'ai une boîte, donc on est à 85 salariés en équivalent temps plein sur Compress, sur l'agence. On est à Stafford, mais j'ai une activité grand compte. Donc, B2B uniquement. Mes clients sont pas ici, ou à 95% pas ici. Et on n'a pas de vitrine, quoi. Donc, personne nous connaît, en fait. Et là, je rachète une boîte qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, donc 8-9 fois moins. Il y a 4 salariés, et j'avais l'impression de racheter Google. C'était fou ici, la réaction des gens. Tout le monde connaît cette radio, tout le monde l'écoute. Donc, mais comment vous allez faire? Ça va être dingue, mais vous allez réussir à vous organiser. Dans l'idéologie, c'est Amazon ici. Et ouais, non, je suis très content parce que t'es fier. T'es vachement fier de récupérer cette belle boîte. L'équipe est top. On a gardé les salariés, on a embauché un 4e, ils étaient 3 à l'époque. L'équipe s'entend très bien aussi. Il y a une super ambiance. Voilà, enfin franchement, c'est le truc idéal. On s'entend toujours très bien avec le vendeur. C'est juste parfait, quoi. C'est génial. Et est-ce que tu as des anecdotes justement de ton émission, alors qui est le dimanche matin? Ça s'écoute, j'ai pas trouvé en ligne. Bouge ton 47, 9h30, 11h en podcast sur 47FM. Okay. 47fm.net, t'as tous les replays, les podcasts. Voilà, l'idée, c'est de mettre en avant les talents. Donc il y a un invité fil rouge qui reste 1h30. Et après, tu as des chroniques tendance RH qui donnent des conseils ou des anecdotes un peu marrantes. Une pépite, donc là, c'est des créateurs d'entreprises de moins de 2 ans qu'on crée ou repris. Voilà, et après on décrypte un truc un peu plus institutionnel, comment ça marche, parce qu'il y a toujours un peu de décryptage à faire, de nouvelles règles, etc. Ouais, c'est de mettre en avant les talents, les histoires d'hommes et femmes qu'il y a derrière, un peu comme toi. Et donc quelques coups de cœur réguliers pour nous, des moments très émouvants, des belles leçons de vie, ouais. C'est quoi la plus belle anecdote? Je sais pas, mais anecdote, j'en sais rien, mais on a eu des moments assez émouvants. On a eu connu dans le coin, mais il y a pas longtemps, il y a Lucien Georgelin qui est venu. Qui est l'un de tes derniers invités d'ailleurs. Qui est un de mes derniers, ouais, c'est pour ça que c'est ceux-là qui me reviennent forcément. Mais voilà, sa boîte vient de traverser des grosses turbulences, il est pas mal bousculé. On n'aime pas. C'est un personnage un peu clivant. Il était d'une sincérité incroyable dans le studio. Il a pleuré 2 fois. C'est un grand batteur. Enfin, c'est une très très belle boîte ici. C'était fort. Ça, c'est une certitude. Et puis très attaché à la terre, à ce qu'il fait. Il se dit paysan beaucoup, il insiste sur le mot. Il y a pas longtemps, j'ai un gros coup de cœur pour un patron que je connaissais pas du tout. On me l'avait présenté 5 minutes. Il a une belle boîte qui s'appelle Access Industries. Il s'appelle Pascal Ménard. Voilà, et je disais beaucoup, je fais des spectacles. Et je raconte très souvent, mais il n'y a aucun patron qui a créé sa boîte parce qu'il était ouf de management. Personne. Et faudra que je pense à lui quand je le dirai maintenant, parce que il l'a pas créé parce qu'il est fou de management, mais il est fou de management. Et il parle du management. Moi, je pense jamais, ou en tout cas pas depuis très longtemps, rencontrer quelqu'un qui est autant animé par sa volonté de réenchanter le travail. Alors, c'est marrant parce que tu vois, on est le 26 mars et l'épisode qui sort mardi prochain, c'est Daniel Duclos qui a fondé Access Industries. Ah bah tu vois. Donc, tu vois, voilà. Pascal était à ses côtés dès le départ, depuis les premiers pas. Ouais. Je savais pas, tu vois. Un épisode très chantant. Je t'assure, j'ai eu un immense coup de cœur pour lui. Mais vraiment, je le regardais, il y a même un moment donné, il a fait une réponse courte et j'étais pas prêt parce que j'étais juste en train d'écouter et de boire les paroles. Ah ouais, je me disais, mais par ce qu'il dégageait, je me dis, mais le mec est vraiment passionné de ça. Là où plein d'autres en ce moment, enfin honnêtement, gérer les hommes et les femmes depuis le Covid, c'est plus compliqué que jamais. Lui, il adore ça. Aujourd'hui, pour matérialiser ce que tu dis, nous, tu vois, on prend pas plus de 10 clients à la fois. C'est une stratégie que j'ai appliquée. Donc, on a les clients 10 par 10. Alors, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, etc. 80% de nos cédants ont moins de 60 ans. Ils sont pas éligibles à la retraite. Ils ont grosso modo entre 55 et 58 ans. Et ils vendent pour des raisons RH. Alors, il y a pas toujours, mais souvent, c'est j'arrive plus. Je comprends plus, j'arrive plus. C'est un sentiment d'injustice par moment, c'est de la fatigue, c'est de l'énergie, c'est le beat qui se tord, c'est compliqué. Il y a une grosse crise de manager d'ailleurs. Donc, sans aller jusqu'aux dirigeants, il y a 3/4 des gens, 90% des gens ne veulent plus manager. Alors, les gens en ont conscience, même les salariés qui ronchonnent viennent et disent je sais, c'est dur. Je sais que c'est dur de nous gérer. D'une manière générale, je parle pas forcément de chez nous, mais tout le monde le dit. Donc faut vraiment aimer ça, et là j'ai un mec devant moi qui c'est même pas qu'il aime ça, c'est plus que ça, et qui du coup en fait c'est ça que j'adore dans cette émission, c'est que régulièrement je suis journaliste, j'y suis comme journaliste, je suis quand même chef d'entreprise, et il y a des fois je suis hyper inspiré par les gens devant moi. Pourtant je suis chef d'entreprise depuis 15 ans, j'ai monté des boîtes, j'ai repris des boîtes, j'ai racheté des boîtes, j'ai planté des boîtes. Il y a des gens dans mon émission, je suis
vraiment très très consommateur, quoi. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Ouais. Justement, quand on a bu le café juste avant d'enregistrer, tu m'as parlé d'un de tes projets qui t'a le plus marqué, qui a le plus changé ton mode de pensée. C'est tu as créé un restaurant. J'ai repris. Tu as repris un restaurant juste avant Covid. Non, j'étais bien meilleur que ça. On a racheté donc le Bastion à Lectoure, qui est une brasserie. On l'a reprise au tribunal de commerce en juin 2020. Tu vois, des fois dans la vie, t'as du nez, t'as le sens du timing. Et ben voilà, quoi. J'ai eu du nez ce jour-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, il y a eu le confinement, mais c'est pas grave, c'est un épiphénomène, c'est fini. Vous inquiétez pas, ça ne réarrivera pas. Et 4 mois après, on a refermé pour 9 mois. Non, c'était vraiment pas la bonne année pour le faire. Et surtout, mais, comme c'était voilà. une reprise au tribunal, pas de PGE, rien du tout. Là, t'es que ton truc et ton couteau, quoi. Non, il y a eu. Non. Ça s'est joué à 1 mois près, mais on a été très soutenus par l'État. Ils ont pris des moyennes de chiffre d'affaires des années précédentes, etc. Non, franchement, la restauration, je pense, ça a été plus compliqué dans les grandes villes où ils avaient des loyers très lourds, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. La restauration a été extrêmement soutenue par l'État. Faut dire les choses. Heureusement, on était morts, sinon. On était morts-nés, nous, en l'occurrence. C'est un projet qui n'a pas fonctionné ? Si, ça a bien fonctionné. On l'a gardé 4 ans. On a multiplié le chiffre d'affaires par 5. C'était un métier, c'était une vraie. En fait, je suis porté par ça. J'ai des aspirations, des vraies passions, et que j'ai une tendance un peu forte à leur donner vie. Je frime pas parce que je pense que parfois c'est pas une bonne idée. Je travaille dessus. D'ailleurs, j'essaie de un peu moins le faire. Je suis un peu calmé, mais j'avais envie d'écrire des livres. J'ai fini par le faire. J'avais envie de faire de la scène, donc à un moment donné, je me suis dit je vais le faire. La radio, j'avais adoré. Je me suis dit ce serait bien que ce soit un peu plus important dans ta vie. On a racheté une. Et la resto, j'adore cuisiner. Je suis dans une famille qui adore cuisiner. Ma boîte est la première agence de presse culinaire en France. On fait la moitié, enfin les 3/4 des magazines de cuisine qui sont vendus en caisse, en maison de presse, en kiosque, en caisse des grandes surfaces. Donc on a une culture de la bouffe. Et moi, ça faisait très longtemps que je me disais, mais est-ce que des gens seraient prêts à payer pour ce que je cuisine ? Et inversement, je sais faire des très grands buffets, faire des très grandes bouffes, etc. Mais alors sortir 50 assiettes en 1 heure, je sais pas faire. Et j'aimerais beaucoup apprendre. Et je me souviens au tout début, il y a un chef, un copain qui est venu nous passer quelques jours dans le bar pour nous aider. Il m'a appris, le premier jour, à couper une échalote comme un chef. Mais je me suis senti tellement plus intelligent en me couchant le soir. J'ai adoré ces moments-là. C'est de la mise en danger, c'est apprendre. Voilà, donc non, c'est pas que ça a bien marché. C'est un métier absolument exceptionnel que j'avais très envie de faire, que j'ai adoré. En revanche, c'est un métier qui, à mon avis, n'est pas compatible avec d'autres. Et moi, j'avais 3 autres boîtes à côté. J'étais vice-président du CJD à ce moment-là. Ça me prenait 2 à 3 jours par semaine. Donc CJD qui est une grosse orga patronale. Et en fait, c'est pas compliqué. Je gérais tout ça du mardi, mercredi, jeudi. Et j'étais au bar vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'avais 3 enfants. Enfin, un qui est né la dernière est né pendant le bar d'ailleurs. Quasiment né au bar. Était en 7/7. Je suis monté à 120, 125 heures semaine. J'avais plus 25 ans non plus. C'était plus possible, quoi. Donc il y a un moment où tu dis, donc on a vendu il y a 1 an, il y a pas longtemps. Il y a 1 an et demi, on a pris la décision de vendre. On avait la petite qui commençait à marcher, à courir partout, donc ça devenait plus compliqué de l'amener au bar avec nous pendant les services. Et puis moi, je commençais à fatiguer. Ma compagne aussi, elle était, donc là c'est ma compagne d'aujourd'hui avec qui on a racheté le bar, qui est beaucoup plus barge que moi en termes d'entrepreneuriat. Donc en fait, quand on a su que cet établissement c'était le plus beau, il est incroyable. Il est magnifique. Il est placé, il a un emplacement qui est magnifique sur un grand esplanade en haut de Lectoure. Il y a une vue sur toute la chaîne pyrénéenne. T'es sur les chemins de Saint-Jacques, dans un lieu hyper touristique. L'emplacement est dingue. Et quand même, quand on te parle de commerce, c'est 1 l'emplacement, 2 l'emplacement, 3 l'emplacement. Là, il y est. Le truc dépose le bilan juste avant le Covid. Le tribunal prend sa décision en juin. En fait, nous, on l'apprend 4 jours avant la décision du tribunal. C'est ma compagne qui l'apprend et qui me l'a dit. Et là, on se dit, mais c'est pas vrai. C'est juste le rêve, quoi. Et là, on se dit, mais on avait tous les deux des boulots à temps plein. Et donc, plus envie d'avoir un enfant, plus 2 autres enfants, moi, que j'avais en garde alternée. Donc, on se regarde et on se dit, si on réfléchit, on n'y va pas. Et donc, et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle était. Alors, on avait une autre boîte là on faisait des librairies éphémères sur des festivals, des salons. Donc, on était tout le temps déjà barrés en vadrouille. Et en fait, cette boîte-là, pour le coup, là, se casse la gueule avec le Covid, puisque 95% du chiffre d'affaires se faisait sur des événements. Et là, il n'y a pas de soutien de l'État. Parce qu'on n'était pas considéré comme un acteur de l'événementiel. Donc on a eu 1 500 € d'aide et on perd 100 000 € de chiffre, un truc comme ça. Donc la boîte se plante. On la tue pas quand même, on la ferme pas parce que j'avais un prêt bancaire que je voulais pas planter. Et j'ai 30% de l'actionnariat en extérieur. J'avais pas envie de planter mes actionnaires non plus. Et en fait, c'est là on commençait à se dire, mais on pourrait peut-être prendre une librairie en fixe. Parce que donc on avait plein de stocks. Et au moins, déjà, on fait un minimum de chiffres. Ça permet au moins de payer le prêt de la banque. Et en fait, là, il y a ça. Et c'est pas une librairie, c'est un bar. Et on se dit, on peut faire une partie librairie.
Mais bon, on se dit, si on réfléchit, on le fait pas. Et là, ma nana me regarde, elle me dit, on réfléchit pas alors. Et j'ai bossé 3 jours, jour et Comme nuit. pour 47 FM finalement. 47 FM, c'était une bonne décision. Il n'y avait pas à réfléchir. Là, c'était une décision complètement folle. Même les décisions à la con, au moment où on prend la décision, on se dit que c'est une bonne idée. Tu crois pas ? Sûrement, je sais pas, tu peux avoir des convictions successives. Tu peux penser que c'est une bonne idée à une minute, en être convaincu, mais peut-être la minute d'après te dire, mais quand même. Là, j'avais du monde autour de moi pour nous dire que c'était complètement dingo. Mais j'avais envie de me mettre dans le rouge, on avait envie de vivre cette aventure. Et ouais, on a sauté dessus, on a gagné au tribunal, on n'était pas tout seul non plus. Et après, on s'est retrouvé avec les clés, la licence 4, la mutation, machin. Et je me souviens, le premier jour, on n'est que tous les deux. Et on ouvre, on sort 3 tables. C'était un dimanche, on est en plein été en fait. On a l'autorisation d'ouvrir le 2 août. Donc t'as un monde de dingue avec toi. Et donc on ouvre le 2 août, on n'avait pas encore le droit. La licence 4 était mutée que le lendemain. Donc on n'a pas le droit de servir d'alcool. Donc on sort que des jus de fruits, des softs. On sort 3 tables, 10 chaises. On est tous les deux. On n'a jamais ouvert un bar de notre vie. La caisse, on sait même pas si elle marche. Enfin bon, voilà. Et donc on a été, nous, acheter quelques softs chez Métro. Et on arrive. Et en fait, il y a un moment, moi, je suis au bar. Elle est en service. Et comme en fait, le bar est complètement en travaux, je vois pas la terrasse. C'est des grandes baies vitrées, mais là, elles étaient cachées parce qu'il y avait des travaux partout. Et juste, elle rentre et elle me donne des bons. Et à un moment donné, je regarde, j'arrêtais pas. Et là, je vois 16 bons sur le bar. Et je me dis, mais j'ai 16 bons de retard. Et je lis le nombre de consommation. Je dis, mais c'est pas possible, on a sorti 30 chaises. J'ai 70 commandes à faire. Donc je sors. Et là, je vois les gens, en fait, se sont servis, ont pris des tables, des chaises et se sont étendus. On avait 200 personnes en terrasse. Et on était 2. Je dis, oh là 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 là. Bon, bref. Et c'était une aventure assez exceptionnelle. C'est pour ça que tu me disais que c'était l'aventure qui t'avait le plus marqué ? Elle m'a marqué parce que d'abord c'est un métier très fort parce qu'il te prend au trip complètement. C'est un métier très dur. Un serveur fait un métier très dur. Il faut être bon commercial. Alors si tu demandes qu'est-ce que vous avez comme dessert, on te dit j'ai de la mousse au chocolat ou une tarte au citron, tu vas pas en prendre. Si on te dit écoutez ce matin quand je suis arrivé ça a embaumé l'appareil au citron là. Puis alors sa pâte elle est incroyable, j'ai vu le chef là. Et la mousse au chocolat est délicatement craquante, tu prends. Il faut être hyper organisé, hyper rigoureux, avoir un sens de la clientèle de dingue, courir partout, une bonne mémoire. Chez nous un serveur fait une 15aine de bornes par jour, c'est plus chez moi. Donc oui, courir partout, donc c'est hyper physique. Des clients pas simples, hein. Le client du dimanche midi en plein mois d'août il est toujours très pressé, ou souvent très pressé. Donc non, c'est un métier pas facile et en même temps c'est un métier à l'heure où tout le monde se interroge sur le sens, c'est un métier extraordinaire sur le sens. Tu te lèves le matin en te demandant comment tu vas rendre les gens heureux. Donc c'est un métier qui est très fort et l'adrénaline, ceux qui l'ont vécu et qui l'aiment, c'est l'adrénaline d'un service. C'est-à-dire ce moment où tu es en tension, où tu sens que tout peut t'échapper et tu arrives à faire en sorte qu'à la fin rien t'a échappé. Et là tu t'es hyper fier. C'est un métier qui est source de fierté en permanence. En tout cas quand on est passionné. Et après c'est marquant parce que moi j'ai travaillé avec des personnels avec lesquels j'avais jamais bossé. Moi je dirige plutôt des journalistes, donc profession, cadre, intellectuel. Là je me retrouve avec des populations dont certaines sont un peu cassées, avec des parcours de vie très accidentés, des salaires qui n'ont rien à voir. Et c'était humainement absolument passionnant en fait, parce que moi ça m'a beaucoup bousculé sur la façon de manager. Tu manages pas du tout un resto comme tu manages une agence de presse. Donc ouais, ça m'a vachement apporté dans mon parcours. Du coup, la question d'après, mais tu as répondu, mais tu fonctionnes plutôt par opportunisme dans tes projets ? C'est l'occasion qui fait le larron. T'as pas un objectif de base ? Si ? Non, j'ai pas de. J'ai peut-être un peu plus aujourd'hui. Il y a une vraie stratégie groupe. Bon, j'ai aussi 42 ans, j'en ai plus 25. Donc voilà, je te le dis. Hein, il y a un moment où on te regarde comme si t'étais trop vieux dès que t'en as 46. Donc en vrai, je m'en fous un peu, mais il y a une stratégie groupe. J'ai besoin, ça me motive aussi de savoir où tu vas, par quelles étapes tu passes. Il y a besoin. J'ai trop de salariés pour pas faire comme ça. Mais et j'ai été longtemps porté par la difficulté de dire non. Quand on me proposait un truc, j'étais toujours un peu fier qu'on me le propose. Et puis je m'intéresse vraiment facilement à beaucoup de choses. J'ai été ouvrier agricole dans ma vie, j'ai été babysitter, j'ai été libraire avant de rentrer dans l'agence. J'ai adoré chacun des métiers que j'ai fait. Je suis capable de m'intéresser à beaucoup de choses et ça rendait compliqué de dire non. Le bar m'a aussi apporté ça, c'est qu'à un moment donné, je suis tellement allé trop loin dans la charge de travail, dans le temps passé au travail, que quand on a racheté le bar, il y avait le CJD aussi, je le redis, qui arrivait au même moment, en fait le même mois. Donc 2 trucs de dingue, en plus du reste. On a continué à me proposer des trucs et là pour le coup, pour la première fois de ma vie, je laissais même pas les gens parler. Donc, je dis mais en fait arrête, je n'ai pas le temps. Donc de toute façon c'est non.
Et c'était facile. Aujourd'hui, j'arrive plus à dire non, donc c'est plus facile de canaliser un peu. Et oui, je pense que on est accompagné d'ailleurs en stratégie. Il y a une stratégie. Après, il y a des cases que j'avais très envie de cocher. Il fallait que je les coche. J'avais vraiment besoin et de les vivre. Et voilà, il en reste sûrement quelques-unes d'ailleurs, mais et peut-être que si j'ai des opportunités dans celle-là, je les suivrai. Disons que c'est pas juste opportunisme. Il faut que les choses me fassent écho quand même. Comment tu vois ton parcours aujourd'hui à ce stade ? Est-ce que tu es fier du chemin accompli ? Est-ce que tu te dis j'aurais pu faire plus ? Est-ce que maintenant il faut que je pense un peu plus à moi et à ma famille ? Tu as démarré en parlant de ta vie familiale en disant que tu voyais assez peu tes parents. Tu es en train de reproduire un peu le même schéma d'après ce que je comprends. Il faudrait leur 7 jours demander, sur 7, c'est compliqué. Alors quand il y a eu le bar, oui. Alors ma grande venait à travailler au bar 3 étés, donc on a partagé ça. Donc elle, c'était différent, c'était chouette de le partager, mais je travaille en famille quand même beaucoup. Et après, là, je suis beaucoup plus chez moi. Depuis qu'on a vendu le bar il y a 1 an, je rentre plus tôt le soir, je bosse plus le week-end. Je bosse moins quand même. J'ai toujours été... je pense quand même avoir toujours été vigilant là-dessus. Et je suis très heureux quand je suis avec mes mômes. Enfin, ce matin, j'ai passé 3 quarts d'heure au lit avec ma petite dernière à rigoler, à jouer avec ses peluches. J'étais en train de bosser, elle s'est réveillée, j'ai tout posé, on a fait ça. Et j'adore ça en fait. Donc non, j'essaie quand même d'être un papa présent. J'ai sûrement raté des trucs, mais ça, non, j'ai planté un mariage quand même. Donc en partie parce qu'on bossait trop, je bossais trop, et j'étais très absent. Donc je fais super gaffe, là, je suis avec la même compagne depuis 12 ans, je suis très heureux, on va avoir un autre enfant. Donc non, j'essaie de faire gaffe. Et après, sur le parcours global, en faire plus, je crois pas. J'aurais pu faire des choses différemment, peut-être réfléchir un peu plus. J'avais pas de stratégie, quoi. Donc oui, j'ai 42 ans, j'ai pas plus de sous que quand j'en avais 20, mais bon, j'ai une belle maison, j'ai une belle famille. Voilà, mais peut-être des gens, il y a des gens qui diront, mais t'es complètement con, t'as fait tout ça, là, beaucoup de choses ont marché et t'as pas forcément créé de valeur là-dessus. Ça peut être ça, et après, non, plutôt beaucoup de fierté sur plein de choses, et puis d'autres trucs dont je suis pas fier. Il y a des trucs on a fait des bêtises. J'ai quelques regrets quand même, quelques trucs que je referais pas pareil aujourd'hui. Mais globalement, je le regarde avec fierté. Un projet pour faire des sous, comme tu dis ? La volonté, si, ça m'est arrivé par moment, mais bon, ça suffit pas. Ça n'a jamais été mon moteur premier. Et ça, je vais pas. Franchement, tout le monde dit un grand truc pour dire qu'il faut pas que ce soit moteur premier. Les belles bagnoles, on s'en fout. C'est vrai, je me fous d'avoir une belle bagnole, mais ça m'est quand même arrivé de me dire c'est dommage. De me dire ça aurait été bien qu'à un moment donné. Parce que t'as un moment, justement, j'ai envie de moins bosser quand même. Donc je me dis j'ai envie de moins bosser, peut-être que dans 10 ans j'aurai envie d'arrêter de bosser 3 quarts moins. J'ai aujourd'hui pas la situation financière qui me permet ça si j'ai envie de ça. Donc moi ça n'a jamais été mon moteur et ça me va très bien, mais c'est arrivé que je me dise c'est un peu dommage que ça n'ait pas été ton moteur. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'accompagne en stratégie aussi. Mais voilà, après tu crées pas de la valeur que pour toi. Je suis très fier, par contre on a créé vachement d'emplois, on a 50 équivalents temps plein de plus, 55 quand j'ai pris la boîte sur le groupe, plus les autres boîtes qu'on a développées, qui ont plus créé, une qu'on a rachetée, 2 qu'on a créées de rien. Franchement, je suis fier du chemin accompli. Il y a quelques décisions que je regrette, j'aurais pas fait pareil, mais globalement, je suis content. Qu'est-ce que tu regrettes dans ton parcours ? Quelques décisions très précises par moment. D'avoir licencié quelqu'un que je licencierai plus aujourd'hui. Quelques petites décisions stratégiques aussi, des petites choses concrètes, précises, tu vois. Une personne que tu avais licenciée pour un désaccord ou c'est parce Non, licenciement éco, à un moment où il n'y a pas d'argent, tu dois licencier et voilà. Et c'était évident que c'était cette personne-là. Je pense qu'à 42 ans, l'évidence est moins forte et que je le fais autrement. Il aurait été évident que ce soit pas c'est normal aussi, hein. Voilà, mais il y a aussi à l'inverse beaucoup de choses où je suis hyper fier de la façon dont on a géré, des moments qu'on a super bien manœuvré. Voilà, donc je suis plutôt, franchement, je me regarde dans la glace avec les yeux grands ouverts. Et c'est une question d'auditeur que j'aime beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il y a un élément dans ton enfance qui t'a pas programmé à entreprendre, mais est-ce que tu penses que ton engagement entrepreneurial démarre au moment où tu as l'opportunité de reprendre l'agence ou au moment Non, je l'aurais fait. Non, ça... moi, je créais des business quand j'avais 12 ans. J'avais sorti le magasin, je sortais des journaux que je vendais. J'ai toujours été passionné de commerce quand même si c'est pas du tout ma formation. D'acheter des choses et d'aller les revendre autrement pour faire un petit bénéfice, j'ai toujours trouvé ça rigolo. D'imaginer des business, ça développe. Première fiche de paye, c'était ouvrier agricole. Je ramassais les melons ici.
Et j'adorais que l'agriculteur me raconte. J'étais hyper content quand il les avait vendus un peu plus cher. Je m'en foutais, ça changeait rien à ma rêve en fait. Mais moi, j'étais hyper investi dans le truc. Et ouais, non, ça je l'aurais fait, mais ça c'est ma maman. Enfin, ma maman, et puis mon père, non, mais ses frangines. Enfin, il y a une tripotée d'entrepreneurs. Elle a un frangin aussi qui était à Business France, qui a eu un gros poste, enfin plein de gros postes. J'ai quand même été bercé dans l'entrepreneuriat et ma mère était loin d'être la dernière. Donc non, il fallait se prendre en main. Ça, on me l'a appris très tôt. Se prendre en main et se bouger un peu et aller chercher sa pitance, quoi. Et donc, c'est pour ça, en fait, c'est ça, moi, qui me passionne. Après, je suis un passionné de médias, j'ai la chance de... Mais je pourrais être passionné d'autres choses. Demain, je rachète une boîte qui n'a rien à voir. Je pourrais être très passionné. Il y a des univers qui ne m'intéressent pas. Mais par exemple, moi, je suis éducateur diplômé. J'ai beaucoup travaillé auprès d'ados et de jeunes en difficulté. Voilà, c'est des sujets qui me passionnent. L'associatif me passionne. J'en ai fait 25 ans. C'est pas le fond, en fait, c'est la démarche qui est intéressante. C'est comment on croit en quelque chose, comment on le développe, comment on le fait connaître, comment on le fait vivre après, comment on lui assure une pérennité financière. Si ça n'avait pas été l'agence, j'aurais sûrement créé autre chose. Est-ce que tu conseillerais à tes enfants d'entreprendre ? Je leur conseillerais de faire ce qu'ils ont envie de faire. Si ça passe par entrepreneuriat, oui. S'il y en a qui se le sentent pas, qu'ils ne le fassent pas. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Moi, je me bats pas pour que tout le monde soit entrepreneur. On a tendance à se battre souvent pour que tout le monde nous ressemble. Moi, je m'y suis épanoui et je continue à m'y épanouir, comme plein d'autres gens. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Donc, parmi mes enfants, j'en sais rien. Ils ont l'air de l'être. Ils ont un peu baigné dedans. J'ai un gamin qui a 12 ans aujourd'hui. Quand tu connaîtras peut-être, il y a un gros entrepreneur en Aquitaine qui s'appelle Serge Dessay. Je sais pas si tu connais Serge. Il est partenaire notamment de festival de jazz in Marciac. Et un jour, mon gamin, et donc Serge, c'est quand même, il a 700 salariés. Enfin bon, c'est pas n'importe qui. Et mon gamin qui devait avoir 4 ou 5 ans va voir Serge, que moi je connais pas. Et il lui vend des coups de vent. Il lui dit, viens, t'as chaud? Il faisait très chaud. Et Serge lui dit, oui, j'ai chaud, pourquoi? Et il lui fait 3 coups de vent avec un éventail. Et après, il lui tend la main, il dit, c'est 3 €. Ah bon, je te dois 3 €? Oui, c'est 3 €. 3 coups de vent, 3 €. Et j'entends, moi je vois pas cette scène, j'entends un immense éclat de rire. Bon. Et quelques secondes après, mon gamin qui arrive avec 3 balles dans la main. Et je dis, mais il a 5 ans. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et Serge arrive après en rigolant et il me raconte la scène. Et je prends les 3 €, je lui rends. Et Serge les a jamais voulu. Il m'a dit, ah non. Il m'a vendu ses coups de vent. Vendez-moi ce stylo, lui c'est vendez-moi ce coup de vent. Je le sens assez entrepreneur. Mais voilà, si demain il en a pas envie, qu'il le fasse pas. Donc je leur conseillerais pas, mais je les accompagnerai de tout ce que je peux en revanche, bien sûr. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui a envie de se lancer aujourd'hui ? Je lui conseillerais d'écouter les gens autour de lui sans trop les écouter. C'est-à-dire que tu as toujours dans ton cercle des gens qui vont te dire que c'est pas ton métier, que c'est des conneries, que tu prends beaucoup trop de risques. Souvent dans ton premier cercle, c'est pas méchant, c'est des gens qui t'aiment, mais qui projettent leur propre peur. Et à l'inverse, tu vas trouver des gens très inspirants qui vont te donner l'énergie dont tu as besoin. Donc écoute-toi en premier. Je crois qu'à un moment donné, ce qui fait qu'on se lance, c'est qu'on a les poils qui se hérissent, qu'on y pense tout le temps. Un peu comme Sarko sous la douche, tu vois, avant la présidentielle de 2007. Où il y a un moment donné... non, c'était en se rasant, lui, c'était pas sous la douche. Il y a un moment où tu es tellement obsédé par ton idée, ton envie d'y aller, etc., qu'il faut y aller, c'est le moment. C'est amusant, tu vois. En venant ici, donc moi j'arrive de Bordeaux, il y a 2 heures de route, à peu près. J'ai écouté Mathieu Stéphanie, qui a interviewé très récemment Eddie Despretto. Et c'est le moment où j'arrive chez toi, c'est exactement ce que dit Eddie Despretto en disant mes parents, ils m'ont poussé à pas aller dans la musique, etc., etc. Et j'avais cette putain d'idée qui m'empêchait de dormir, qui revenait. Et il pensait pas à mal, c'était pour le protéger. Mais à la fin de la foire, il faut laisser faire les bêtises et on apprend de nous-mêmes finalement. Ça sert à rien de vouloir surprotéger. Et ce que tu dis, c'est à quelques mots près exactement ce que dit Eddie Despretto. Ça veut dire qu'un jour, il pouvait plus ne pas le faire. Et je crois beaucoup à ça. Moi, il y a parfois des choses, je les ai pas faites par choix, en fait. Le choix était tellement présent partout dans ma tête, dans mon bide, que t'y vas, quoi. Et voilà, donc ça, il y a que toi qui peux le savoir. À côté, parfois, t'as la chance d'avoir un conjoint, des parents, j'en sais rien, des enfants, qui te disent vas-y. Et puis parfois, ils ont juste très peur. Et bon, regarde autour de toi. Et donc, faut être assez sûr de soi pour réussir à écouter les autres au bon endroit. Parce que ça veut pas dire que ce qu'ils te disent, c'est que de la connerie non plus. Voilà, donc faut être assez sûr de soi pour savoir se remettre en question. Moi, je crois que c'est la première qualité d'un chef d'entreprise. Et quand on te lance, c'est pas facile, mais essayez d'y toucher. Ouais. Est-ce que tu pourrais reprendre un job de salarié une fois dans ta vie ? Je me suis déjà posé la question. Je crois que mon patron me supporterait 3 semaines. Il me faudra un sacré bon patron, en fait. En vrai de vrai. Oui, je pourrais.
Je pourrais et je pense que je serais un super. Si je le fais, c'est que je crois profondément au projet et que je m'investirais énormément. Il faut que j'ai un super, enfin ou une évidemment, mais quelqu'un en qui je crois et que j'ai envie. Je pense que je peux être un très bon soldat, mais il me faut un capitaine pour qui j'ai envie d'aller à la guerre, quoi, tu vois. Je voudrais pas dire ça en ce moment, mais mais tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton quotidien? À quoi tu penses quand tu te la lèves? liberté. Tu m'appelles, on a calé le rendez-vous il y a pas longtemps. J'ai un bébé qui arrive vraiment dans genre 15 jours, donc je sais qu'à partir de dans 15 jours, ça sera beaucoup plus difficile de prendre des rendez-vous. Donc je t'ai proposé C'est fait le jeudi des pour créneaux mercredi. assez vite, ouais, c'est ça. Et bah tu me dis, bah écoute, je peux être là mercredi et je peux être chez moi pendant 2 heures, 2 heures et demie, et j'ai personne à qui j'ai à demander ça. À part ma compagne, si ça l'embête pas, si quelqu'un vient chez nous. Donc voilà, ça je pourrais plus, par exemple. Si effectivement je dois demander l'autorisation à quelqu'un avant d'aller pisser, c'est moi là, pour du coup, je fais 2 heures dans la boîte, je m'en vais. Donc c'est la liberté. C'est très bête, mais c'est le premier. Moi j'ai rencontré 4000 patrons pour écrire mon deuxième Salaud de patron qui est sorti chez Fayard en 2015. Et en fait, 70% te disent c'est la liberté. Mais combien en profitent vraiment? C'est-à-dire cette liberté qui fait qu'un matin, tu te lèves, t'es mort, t'es crevé parce que t'es rentré le soir tard, je sais pas, t'es stressé, je sais pas pourquoi, mais t'es pas bien. Et t'as juste pas envie de taffer. Et là, tu regardes ton agenda, sous réserve évidemment que tu plantes pas un truc majeur, enfin en tout cas que tu plantes pas quelqu'un après qui tu t'es engagé sur un truc important, je sais pas, une classe d'élèves, t'as dit que t'intervenais, voilà, mais. Et tu annules tout. Et tu dis, bah ce matin, je vais passer 2 heures dans un bain, je vais lire un bouquin, écouter des podcasts, me recoucher, et j'irai au boulot à 14h parce que c'est comme ça. Mais combien le font? Il y en a très très peu qui le font. La liberté, c'est pas forcément choisir de bosser 90 heures par semaine. Et pourtant, c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est en un, la liberté, et notamment celle d'avoir un quotidien varié. Moi, c'est la variété, la richesse de mon quotidien. Je vais... sur une semaine, je vais gérer 5 boîtes différentes, bosser un peu, je sais pas, avec une école, m'arrêter parce que j'essaye maintenant le mercredi d'aller déjeuner avec mon fils qui sort du collège à midi. Voilà, c'est tout ça. La variété de plein de choses, plein d'enjeux, celle de la liberté de créer des projets qui n'ont rien à voir. Demain, peut-être de regarder pour racheter une boîte qui n'a rien à voir avec celle-ci, j'en sais rien, mais voilà. C'est la liberté, la variété, la richesse. C'est quoi ton prochain objectif et ton objectif final? Là, j'ai une actu dense quand même. Donc j'ai un bébé qui arrive. J'ai un bouquin qui sort, un nouveau bouquin qui sort. Il sera sorti. Le 16 Donc avril, tu alors peux qui est faire de sorti. la pub pour ton bouquin, Ouais. tu peux y aller. Non, c'était pas pour faire de la pub, mais c'est. Non, mais c'est important. Mon objectif, il est de profiter de ces moments-là, maintenant. Donc, c'est-à-dire que mon bébé sera sorti aussi. Parce qu'il sort normalement une semaine avant le bouquin. Voilà. J'ai 2 bébés, un humain, un littéraire. Je veux absolument prendre le temps. Donc déjà, je prône vachement de modernité dans les boîtes, et notamment dans les miennes. On a le CJD est la seule orga patronale qui s'est battue pour l'allongement du congé paternité en France. Toutes les autres ont dit c'est pas le moment, machin. Le CJD a pris position de façon très forte pour avoir un congé paternité beaucoup plus long, ce qui a été acté il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Il y a un congé menstruel chez nous, il y a des congés, si tu prends le train pour partir en vacances, on te rajoute des congés, enfin, etc. Donc on est plutôt sur des choses assez modernes. Et donc moi, quand tout le monde a su que ma compagne était enceinte, j'étais hyper bousculé en interne. Ils m'ont dit bah alors tu vas prendre ton congé pat. Et j'ai dit mais c'est pas possible. Au printemps j'ai un boulot de dingue. C'est une grosse période pour moi toujours. Je représente commercialement ma boîte, donc il y a beaucoup de projets qui se font. Et là c'est que des nanas hein, quasiment qui dirigent avec moi presque. Et qui m'ont dit mais Tu t'es fait dézinguer. bah elles m'ont dit mais elles ont raison. Elles m'ont dit mais attends t'arrêtes, tu prônes, tu machin, tu milites. C'est même pas tu prônes, tu milites, tu te bats. J'étais hyper content quand le congé pat a été allongé. On avait 11 jours, on en a 28. Et elle me dit, tu le prends pas? En nous racontant un truc des années 50, quoi. Et donc, j'ai dit que je prenais 3 semaines. Alors, dans une période qui est, c'est compliqué de les prendre, mais je prends 3 semaines. Donc, profitez de ça. En même temps, j'ai la sortie de mon bouquin qui va m'occuper pas mal. C'est une sorte d'accomplissement à chaque fois, quand même. Je veux pas faire trop de parallèles, mais c'est un peu un accouchement quand même de sortir un C'est ce bouquin. que disent tous les auteurs. Bah, ça y ressemble, alors sans la douleur peut-être, ou avec beaucoup moins de douleur, mais avec le stress, là, la peur que ça marche pas, la peur qu'on ait fait des conneries, qu'on ait laissé une faute d'orthographe à la première ligne, que voilà. C'est et quoi ton bouquin du coup? C'est un bouquin qui s'appelle Recherche salariée désespérément. Ah en oui, fait, mais- quand je reprends le bar, je prends dans la tronche un truc que je savais mais que j'avais pas vécu. Il se trouve que le métier le moins en tension de France, c'est journaliste. On forme des milliers de journalistes tous les ans et il y a 3 embauches. Donc moi, quand je mets une annonce chez Compress, même à Stafford, j'ai 200 candidatures en moins d'une semaine. Je viens de le vérifier 2 fois sur les 2 derniers mois, donc ça ne se dément pas. Donc c'est hyper facile de recruter. Et donc tu as tous les process de recrutement, premier tour, deuxième tour, troisième tour, tu choisis, c'est les équipes qui choisissent, etc. Et donc nous, on reprend le bar, on rachète un bar. Je rappelle donc 2020. Bon, l'été 2020, on vient de reprendre, on fait comme on peut.
Et puis arrive assez vite, donc confinement, bam, on rouvre le 19 mai 2021. Et là, on se dit, donc en avril, on commence à s'en occuper. Un mois et demi avant, on se dit, bon, allez, on va mettre des annonces. Et on va être très sélectif parce que nous, on veut un truc, pas d'alcoolique, pas de drogue, des gens qui présentent bien, qui ont de l'allure, qui aiment ce métier. Voilà. Donc on a été hyper sélectif, ce qui fait que 3 semaines plus tard, on n'avait personne. Donc tu reçois à peu près pas d'annonce et tu dis non aux premières parce que ça te branche pas, les gens te branchent pas. Et donc on se retrouve fin avril, on ouvre dans 15 jours et on n'a personne. Et là, on se dit, on va être moins sélectif. Donc après, nos questions à l'entretien, c'est tu sais marcher, t'as 2 bras, 2 jambes, tu viens. Voilà, c'était tout. Donc on a arrêté d'être sélectif parce que c'est pas très politiquement correct de le dire, mais quand tu n'as pas assez de salariés dans un secteur, soit tu es obligé de fermer ta boîte, ce que font les restos. Quand ils n'ont pas de salariés, ils ferment. Ils ferment des services ou alors ils disent qu'ils sont complets alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que non seulement tu trouves personne, mais en plus, les quelques-uns qui se présentent, tu les prends, donc tu ne choisis pas. Et je suis désolé, il y a des gens qui sont faits pour faire d'autres choses certainement, mais qui se présentent pour faire un job et ils sont pas faits pour ce job. Donc là, nous, première année, on a pris tout ce qui se présentait, et puis on a galéré comme ça pendant 3 ans, parce que j'ai pris dans la tronche les tensions du marché de l'emploi. On parle de la resto, on parle du bâtiment, on parle des services à personne, on parle de l'agriculture, de l'industrie, mais on parle beaucoup moins. Il n'y a pas de juriste en France. Je sais pas dans ton métier, mais je suis pas sûr que ce soit très facile de recruter des gens compétents. Non, ça va. Il n'y a pas de juriste. Il n'y a pas de banquier, il n'y a pas d'assureur, donc ils arrivent à trouver mais ils n'arrivent pas à les fidéliser. Il n'y a pas de charcutier, alors ils disent c'est parce que nos métiers n'attirent pas, mais là on vient de le vivre, je sais pas si tu as suivi cette actu-là, c'était en janvier, c'était il n'y a pas longtemps. Il y a une énorme crise là, pendant qu'on est en train de se parler, il y a 250 postes à pourvoir chez Ubisoft, qui est le plus gros développeur de jeux vidéo en France, voire en Europe. On va pas me dire que c'est pas un métier qui attire les jeunes, c'est un métier qui attire les jeunes, développeurs de jeux vidéo. Et ils trouvent personne. Ils trouvent personne pourquoi ? Parce qu'ils font bosser les gens 90 heures par semaine. Donc là, ils viennent de se prendre, pas que l'univers du jeu vidéo en général, il y a eu la première grève de l'histoire de cette industrie en janvier, et Ubisoft a annoncé pour finir une grande conférence sociale en interne pour revoir les conditions de travail, la pression, etc. Donc, t'as vu EY où il y a eu un référendum interne lundi pour justement arrêter les semaines de 70 heures. Je sais même pas quoi répondre à ça. En tout cas, la résultante, c'est qu'il y a 80% des jobs qui sont en tension. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a 2 visions. Il y a les gens de droite, j'ai beaucoup de potes qui disent plus personne ne veut rien foutre dans ce pays, pardon pour le vocabulaire, mais c'est ça. Voilà, la valeur travail, les jeunes, machin. Et t'as les gens de gauche qui disent les patrons ont qu'à mieux se comporter et mieux payer, et ce jour-là, ils auront des gens. Bon, c'est pratique les caricatures parce que ça évite de se poser les bonnes questions. Ces 2 réalités, elles existent. Il y a des gens qui n'ont pas envie de bosser dans notre pays, c'est vrai. Ça peut énerver tous les syndicalistes du monde, c'est vrai. Il y a des gens, et j'en connais, et il y en a même que j'aime beaucoup, mais qui calculent leur droit au chômage à la seconde près, et qui le jour où ils regagnent, ils sortent de leur boulot, ils plaquent leur boîte, et pendant 6 mois, ils font plus rien. Ça existe. À l'inverse, il y a des patrons qui se comportent comme des ordures. En restauration, quand même, il y a un passif un peu lourd, notamment dans les cuisines à ce niveau-là, où franchement, on a tellement maltraité les gens que faut pas s'étonner peut-être qu'ils aient eu envie de faire autre chose. Bon, ça existe. Mais la réalité, l'immense majorité, c'est pas ça. L'immense majorité, c'est qu'en fait, cette question, elle est assez passionnante parce qu'elle vient toucher à un sujet au cœur de la société. C'est quoi la place du travail dans nos vies ? Quel sens on peut lui donner ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Et moi, j'ai une conviction profonde, c'est que il faut transformer les boîtes. De toute façon, celui qui refuse de se bouger, de changer sa façon de travailler, si tu refuses de mettre fin à la semaine de 70 heures, demain, tu n'as plus personne dans ta boîte. C'est comme ça. Ou si tu en as, tu l'as demain, mais pas après-demain. C'est-à-dire que les gens ne resteront pas. Parce que personne n'accepte plus ça sur un temps donné, sur un temps long. C'est pas possible. Donc soit on transforme nos boîtes, soit on meurt. Et on peut les transformer et ça fonctionne. Et on l'a vécu au bar, où on a vraiment eu 3 années qui marchaient. Économiquement, ça marchait. Mais compliqué. C'était hyper compliqué parce que la 3e année, le 3e été, on avait 5 arrêts de travail par jour. Chaque jour, on était entre 4 ou 5 arrêts de travail. C'était donc, on choisissait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient pas top dans ce métier-là, ou pas prêts en tout cas. Et donc, des clients pas bien servis, qui attendaient trop longtemps, à qui on répondait pas bien. Et en fait, la dernière année, on avait une équipe fixe, par contre, géniale. Et on a réuni l'équipe. Et on leur a dit, voilà, donc la saison, là on est en février, on leur dit, la saison va démarrer dans 3-4 mois, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourquoi on ne trouve pas ? Pourquoi la restauration dans le monde entier, c'est pas qu'en France, pourquoi la restauration est en tension ? Et comment on peut essayer, nous, à notre petit niveau, juste le bastion à Lectoure, comment on peut s'en sortir ? Et on a tout posé. On a parlé de la rémunération, on a parlé du rythme, on a parlé des logements, on a parlé de la bagnole, on a parlé du sens, on a parlé de tout ce qu'on pouvait, et on a juste essayé plein de choses. On a pris des logements. Et puis en fait, on les avait pris dans les villages à 5-6 km, on avait trouvé des trucs pas trop chers. Et puis notre deuxième décision, ça a été de les rendre, parce qu'on s'est aperçu que 90% des candidats saisonniers n'avaient pas de bagnole ou pas de permis. Donc 5-6 bornes, ça fait 5 minutes de voiture. À pied, ça fait 1 heure. À 2 heures du mat, quand tu sors de ton service, c'est pas possible. Donc on a rendu les apparts, on a repris des apparts,
tout près du bar. C'est-à-dire que dans nos annonces, tout d'un coup est né logement fourni possible à 3 minutes à pied du bar. Ça se fait énormément à la mer, à la montagne, mais ça se fait pas du tout chez nous. Ou éventuellement dans le secteur agricole, mais pas les restos. Donc déjà, on ajoute ça. Ensuite, on se dit, ça suffit pas, il y a la question du rythme. Et donc là, on commence à regarder, c'était au CJD notamment qui s'était porté, il y a des expérimentations sur la semaine de 4 jours. On se dit, tiens, et les retours ont l'air bons. Et nous, on se dit, on est en 7 sur 7, il y a une rotation des équipes, donc c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Donc on met sur nos annonces 3 jours de repos consécutifs par semaine possible. Et donc là, les gens, ça postule, ça appelle, mais même au mois d'août, on peut se barrer 3 jours au mois d'août ? Ouais, vous pouvez. Si vous en avez envie, vous pouvez. Et là, on s'est fait déboîter. Et en fait, on s'est retrouvé cette année-là avec des listes d'attente. Donc on démarre, non seulement on choisit, on prend que des gens qui avaient un parcours de dingue, qui étaient vraiment expérimentés, qui avaient envie de bosser ensemble, qui avaient envie de bosser là, à qui on a laissé le choix du rythme, on a fait des horaires à la carte en vrai. Il y a des gens qui ont bossé en semaine de 4 jours, il y en a un qui a même bossé en semaine de 3 jours, d'autres qui n'ont pas voulu, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire des horaires plus longs. Et on s'est même offert le luxe, je me souviens en juin, on a 2 salariés qui sont partis, qu'on a fait partir, parce qu'on avait des soucis avec, on les a remplacés dans les 2 heures. C'est génial. Donc il y a des solutions, ça marche. Et donc ton bouquin, c'est sur ces solutions? C'est sur ça. Alors moi, je raconte ce témoignage, mais je suis allé voir plein de boîtes et je suis allé regarder les vacances illimitées, donc la semaine de 4 jours. Je parle évidemment beaucoup du sens, je reprends beaucoup d'études, mais en fait, c'est qu'est-ce que concrètement on peut faire pour transformer le travail, réenchanter le travail, redonner du sens au travail. C'est quoi le sens ? C'est tout ce bouquin, il est de dire, faut transformer nos boîtes. Sinon elles vont crever. Il y a les moyens de transformer. La boîte à outils, en fait, elle est hyper riche. Donc il y a plein de choses à notre disposition. Les imposer à toutes les activités, c'est con. La semaine de 4 jours, pour nous, ça a marché. Il y a d'autres industries, d'autres secteurs pour lesquels ça sera sûrement pas une bonne solution. Donc faut pas imposer, mais en revanche, faut tester, expérimenter des choses. J'appelle aussi à un vrai encouragement à cette liberté-là. Il y a aussi beaucoup de choses que nous, on a essayé de faire dans la boîte qu'on n'a pas eu le droit de faire pour des raisons légales. Je pense qu'il faut aussi que les partenaires sociaux et l'État, les législateurs se mettent autour d'une table pour élargir un peu le champ des possibles. Mais ce sujet, il est passionnant et il y a des réponses qui fonctionnent. Ouais. Si tu pouvais parler au Julien de 2006, qui s'apprête à prendre la direction générale adjointe, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Qu'il va s'éclater, qu'il va prendre beaucoup de plaisir et que ce sera pas toujours facile, mais qu'il a les épaules. Et je lui dirais peut-être quand même de faire un tout petit peu attention à la quantité de travail à un moment, mais voilà. Est-ce que je le regrette vraiment ? Tu sais, je me souviens, le pire, c'était vraiment la fin du bar, parce qu'en fait, l'équipe qu'on avait, l'équipe fixe, on leur a dit très tôt qu'on allait vendre. Ça nous semblait important de les prévenir. Et donc, en fait, très vite, ils ont tous dit qu'ils voulaient pas s'engager à continuer ailleurs. Donc, c'était plutôt mignon, mais c'était assez lourd. Ça veut dire qu'en fait, petit à petit, ils sont tous partis et on les a pas remplacés. Et donc, puisque c'était important pour nous que le repreneur choisisse ses salariés, qu'on lui impose pas quelqu'un avec qui il n'a pas forcément envie de bosser. Donc, on s'est retrouvés franchement seuls. Et je rentrais, tu mets le dernier alcoolo du bar dehors le samedi à 2h30 du matin. Tu fais le ménage, tu pars du bar, il est 3h15. Tu rentres chez toi. Il te faut 1h30 pour redescendre parce que en tout cas moi ça me faisait monter au taquet, donc il me faut un petit peu de temps pour me rendormir. Tu t'endors devant la télé, il est 6h et ton réveil il sonne à 7h30 pour aller prendre ta cuisine. Et t'es dimanche. Et parfois t'as tes mômes à la maison. Et là tu te dis, là tu te lèves et tu te dis, quel con. Mais personne m'oblige en plus. Personne m'a demandé de le faire. Je pourrais fermer le bar à la limite aujourd'hui. Et là tu te dis, et t'y vas. Et puis une fois que t'y es. Mais quand t'es tout seul dans ta cuisine à 8h du mat, tu fais ton petit marché, t'arrives dans ta cuisine, t'imagines ce que tu vas faire pour midi, pour tout à l'heure. Et la liberté est totale, tu construis, tu cuisines, c'est exceptionnel. Et là, tous les matins, je partais, je disais, parfois c'était elle, hein, là, c'était pas que moi, ma nana le faisait. C'était, t'inquiète, à 15h je suis rentré, et à 17h tu regardes, tu fais, ouais, ce serait bien que je rentre quand même. Mais c'était génial. Mais j'ai aimé ça en vrai, mais c'était trop quand même. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ensemble. Je te souhaite bon courage pour le lancement du livre et pour les nuits. Ah, c'est pas du courage, ça va être que du bonheur. Bon, les nuits, j'avoue, je m'en passerai bien, mais on va espérer que ça dure pas trop longtemps. Merci à toi et puis bonne écoute à tous. Merci encore. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.